Bonsoir à vous et merci d'être venus. Avant de commencer directement cette conférence, déjà je tiens à remercier la municipalité qui nous accueille dans ses locaux et remercier également Karine et Sandra de l'association Tao Qigong Sophrologie qui ont donc organisé cette rencontre. Et donc après, alors il me faudrait savoir parmi vous, est-ce qu'il y a des personnes qui refusent d'être prises en photo ? Ce sont des photos qui risquent d'être mises dans le journal et d'autres sur mon site internet, en fait, une page sur l'alimentation et une autre page avec mon association. Ce sont des pages privées, mais par contre, ça risque de passer dans le journal si on peut avoir un article avec notre photographe qui est derrière. Ça dérange personne ? Eh bien, c'est génial. Super. Allez, donc je vais commencer. Alors, déjà, la première chose, c'est vous dire que ce n'est pas du tout une conférence médicale que vous allez entendre ce soir. Je n'ai aucune spécialité dans le genre, je n'ai pas de formation scientifique, rien du tout. Par contre, j'ai l'expérience de presque 30 ans de maladies chroniques inflammatoires. Je suis présidente également d'une association dont on reparlera tout à l'heure. Et à ce titre, nous avons dans l'association des personnes atteintes de maladies chroniques inflammatoires. Je vous donnerai également le nom des maladies tout à l'heure pour voir si certaines personnes parmi vous sont concernées déjà et puis voir si ça vous parle un petit peu. Voilà, donc je m'appelle Corinne Mantelet, j'ai 51 ans, je suis mariée, j'ai 3 enfants, je suis médiatrice sociale de formation et donc présidente de l'AISMS qui veut dire Association d'information et de soutien aux malades de SAPHO et spondylarthrite, donc maladies osseuses essentiellement. Voilà, donc moi j'ai développé un SAPHO en 1985, voilà pourquoi je vous disais presque 30 ans de maladie. Alors SAPHO, ça veut dire quoi? SAPHO, c'est un acronyme, ça veut dire synovite, acné, pustulose, hyperostose, ostéite. Des noms bien barbares pour une maladie qui en fait attaque en premier les os, la peau, et éventuellement les yeux avec des uvéites très fréquentes et les intestins avec parfois des maladies, les MICI, ce qu'on appelle les MICI, les maladies de Crohn, rectocolite hémorragique. Voilà, donc ce SAPHO qui me suit depuis 1985 et que j'ai réussi à mettre en rémission maintenant depuis 7 ans grâce à énormément de changements. Et on parlera tout à l'heure des changements, je pense que c'est ça qui vous intéressera le plus, savoir comment on peut s'en sortir. Donc le SAPHO, c'est une maladie qui fait partie de la famille des spondylarthropathies. On retrouve dans cette famille le rhumatisme psoriasique, les arthrites juvéniles, les arthrites réactionnelles et bien sûr toute la cohorte des spondylarthrites, spondylarthrite simple, axiale, spondylarthrite ankylosante. Voilà pour les maladies donc spondylarthrite. Alors, j'ai créé en 2008 l'association AISMS parce que je me suis retrouvée très vite en échec thérapeutique et j'ai voulu rassembler autour de moi des personnes qui étaient dans le même cas pour pouvoir, et d'une part, étudier nos maladies et d'autre part, faire quelque chose en dehors du circuit traditionnel donc de la médecine pour aller mieux. Faire quelque chose, il fallait étudier notre maladie. Donc, j'ai mis autour de moi une petite équipe atteinte donc de SAPHO, de spondylarthrite ankylosante, mais aussi de polychondrite atrophiante, de sclérose en plaques, fibromyalgie, polyarthrite rhumatoïde, sinusite chronique et maladie de Crohn. Tous ces gens faisaient partie de l'association. Ils ont accepté pendant des années de remplir des questionnaires. On se retrouvait, on faisait des échanges et après on a fait des statistiques, on a fait des études sur tout ce qui en est ressorti, bien sûr, et que vous retrouverez et dans les livres et dans ce que je vais vous dire par la suite. Alors, ce sont des maladies, les maladies chroniques inflammatoires, comme leur nom l'indique, bien sûr, ce sont des maladies qui reviennent régulièrement, parfois avec très peu de temps entre chaque poussée, d'autres fois avec un peu plus d'espace. Ce sont des maladies inflammatoires. Alors pour comprendre comment elles fonctionnent, il faut déjà savoir ce que c'est que l'inflammation. L'inflammation, c'est le cri du corps. C'est quelque chose en fait qui vous indique qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'inflammation, c'est un phénomène tout à fait naturel. Ce qui n'est pas naturel, c'est de le voir revenir régulièrement. Là, ça veut dire qu'il y a un gros problème sous-jacent. Donc l'inflammation, alors on en voit deux inflammations différentes, l'inflammation externe et l'inflammation interne. Donc l'inflammation externe, c'est simple, c'est celle qui se voit, vous allez chuter, vous allez vous cogner, vous allez vous faire mal, donc tout de suite
après la douleur, bien sûr, vous allez avoir des choses qui vont apparaître, soit des gonflements, des rougeurs, un hématome, des saignements, voire un nerf coincé. Ça peut arriver aussi, un muscle endolori. Ça, c'est l'inflammation externe que l'on voit. Et généralement, comme on la voit, on agit de suite, on fait quelque chose, soit pommade anti-inflammatoire, bien sûr, soit la glace contre la douleur, contre les gonflements, l'alcool à 70. Enfin bon, on la voit, on traite. Par contre, la plus sournoise, bien sûr, c'est l'inflammation interne. Et cette inflammation interne, elle a des portes d'entrée. Et ces portes d'entrée, nous les verrons tout à l'heure. Elle est, oui, sournoise, c'est ce que je vous disais, invisible au départ, tout du moins. La seule chose qui permet de la voir après un moment, une fois qu'elle est bien installée, c'est dans la prise de sang. Donc dans la prise de sang, vous avez tous entendu parler, je pense votre médecin vous parle de VS ou de CRP. Donc la VS, c'est la vitesse de sédimentation, la CRP, c'est la protéine C réactive, qui sont des marqueurs inflammatoires dans le sang. Bon, après, il y en a d'autres, on y reviendra un peu plus tard. Donc ces marqueurs vous indiquent s'il y a inflammation. Et là, on le voit. Mais cette inflammation, dites-vous bien que quand on la voit dans le sang, elle est déjà là depuis un moment. En fait, elle prépare le terrain pour autre chose. Donc cette inflammation interne, il faut s'en méfier, et parce que le danger, bien sûr, de l'inflammation, c'est la chronicité, et savoir par où elle rentre, comment elle est rentrée, comment elle agit, pour pouvoir au plus vite la traiter, si possible naturellement. C'est un petit peu le but de la conférence de ce soir, c'est le fait de se traiter naturellement, pour éviter des médicaments et des traitements qui sont très lourds et qui amènent des effets secondaires aussi très importants. Donc l'entrée principale de cette inflammation, c'est l'alimentation. L'alimentation, on mange, on boit, bien sûr, et certains aliments sont inflammatoires, alors que d'autres sont anti-inflammatoires. Alors ce qui est un petit peu drôle dans l'histoire, c'est que maintenant la médecine s'accorde à dire qu'il y a effectivement des aliments qui sont anti-inflammatoires, mais que cette même médecine ne veut pas reconnaître qu'il y a des aliments qui sont inflammatoires. Bon, moi je trouve ça un petit peu aberrant, mais on va les laisser évoluer un peu. Mais oui, non, mais c'est vrai, je suis désolée, mais bon. Et puis voir après. Donc nous, on les verra tout à l'heure, tous ces aliments qui peuvent provoquer des inflammations, des aliments dénaturés, des OGM, toutes ces choses-là, des colorants, des choses pas très naturelles en fait. Voilà, donc ça c'est le premier point, c'est l'alimentation. Et là, je vous donne les 4 points et on détaillera après. Ensuite, le stress. Alors, il faut savoir que ce sont des statistiques de nos membres à ISMS qui ont quantifié leur douleur par rapport à ces 4 éléments, ces 4 portes d'entrée. Ils ont mis l'alimentation en premier. Ensuite, ils ont mis le stress. Alors, le stress, bon, c'est pareil. Tout le monde sait ce que c'est que le stress. Mais après, tout le monde ne sait pas quand il est en période de stress et surtout comment faire pour ne pas être en période de stress. D'après les dames de l'association, quand on leur a demandé à combien elles étaient de mettre un chiffre sur le stress sur un jour tout à fait normal, pour elles étaient à 50% de stress. Donc pour un jour où il n'y avait aucun événement particulier en fait. Donc c'est déjà, on se rend compte que c'est déjà très important et beaucoup trop important. Surtout quand on sait, alors il y a une étude suisse qui a regardé un petit peu les événements de la vie et le stress qu'elle provoquait, donc en plus d'un stress ordinaire. Alors par exemple, ils ont dit prendre un PV sur la voiture, c'est 11% de stress de plus. Chose aussi un petit peu bizarre, mais qui peut se comprendre, la préparation de son mariage, 50% de stress de plus. Alors imaginez la personne de mon association qui m'a dit « je suis à 50% de stress en permanence » et qui prépare son mariage, ça veut dire que c'est une pile. Elle est complètement stressée, elle est à 100%. Voilà, donc ça c'était juste pour vous donner un petit peu une idée de ce que peut être le stress. Alors le stress, bien sûr, professionnel. Il peut y avoir également le stress de voisinage, le stress familial, le stress de la maladie, le stress... Il y en a partout. Une contrariété, une facture qui arrive dans la boîte aux lettres, une mésentente avec le voisin ou avec... Et tout de suite, c'est le stress qui réagit. Au départ, le stress, c'était un sentiment animal, mais bon, il ne faut pas oublier quand même que nous aussi, nous sommes des animaux, et qui préparait à 3 choses, soit à la fuite, soit à la dissimulation ou au combat. Maintenant, l'homme ne sait plus faire la différence entre les 3, c'est-à-dire qu'il met de côté
la fuite ou la dissimulation pour combattre tout de suite. Et ça, poussé bien entendu, surtout au niveau professionnel, par des personnes, maintenant vous savez, c'est un petit peu la course à la performance, donc au travail il faut aller plus vite, il faut avoir un meilleur rendement, il faut se pousser, il faut donner des heures en plus, et ça c'est le stress professionnel est le premier qui apparaît sur la liste, hein. Donc on voit bien comme les gens ressentent leur travail, même s'ils l'aiment, hein. C'est vraiment quelque chose... Voilà, donc ça c'était pour le stress. Donc le stress, comment y faire face? Eh bien, bon, vous avez l'association de Karine et Sandra, hein, qui est là, mais c'est vrai que ça doit passer par des choses comme la sophrologie, comme les pensées positives, la visualisation, les étirements, le tai chi, enfin toutes ces choses-là qu'on a à notre disposition maintenant. On n'en parlait pas encore il y a quelques années en arrière, et je crois que malgré tout, avec ce qu'on vit, on est obligé d'y passer. Bon, la sophrologie, c'est quelque chose... Moi, j'en ai fait, hein, j'ai fait un stage de sophrologie. Ça me sert tous les jours. Ça me sert, oui, dans la vie de tous les jours, hein, pas que pour une maladie ou... voilà. Donc ça, c'était au niveau du stress. Alors, bien sûr, je ne suis pas quelqu'un qui va faire l'apologie des médicaments pour réussir à pallier ce stress. Mais malgré tout, certaines périodes de notre vie, on en a besoin. Je le dis bien, je ne suis pas contre les médecins du tout. J'ai mon fils qui sort de fac de médecine, donc je ne vais pas dire non plus du mal. Mais par contre, si on peut, c'est toujours mieux de se traiter naturellement. Mais je reconnais que les médicaments, on en a parfois besoin. Donc après le stress, venaient les pollutions. Alors pourquoi je dis les pollutions ? Parce que tout le monde connaît bien sûr la pollution que vous avez dans l'air ambiant, les gaz d'échappement, les odeurs des poubelles, les usines, ce qu'on appelle la pollution chimique en fait, hein. Mais il y a d'autres pollutions qui sont aussi plus sournoises et qu'il faut absolument savoir regarder, reconnaître et passer par-dessus, faire quelque chose. Les pollutions de l'intérieur par exemple, pollution de son appartement. Alors quand vous êtes locataire, vous ne pouvez pas faire grand-chose contre la peinture qu'a mis le propriétaire ou les vernis. Quand on est propriétaire et qu'on veut faire sa maison, il faut y penser. Mais il y a autre chose aussi en pollution, c'est tout ce que vous maniez tous les jours, tout ce que vous touchez. Et je suis d'autant bien placée pour le dire que cet été, j'ai fait une allergie au plastique et je me rends compte que je suis sur une table en plastique. Donc voilà, donc méfiance avec les cosmétiques, par exemple. On peut apprendre à les faire soi-même. Méfiance avec les produits d'hygiène. On a eu une dame, par exemple, qui a fait un eczéma très mal placé à cause d'un papier toilette coloré et avec du parfum dedans. Donc le truc purement chimique, quoi. Alors, on s'est retrouvé avec un eczéma en se demandant bien d'où ça venait. Ensuite, se méfier, bien sûr, de l'endroit où on habite. Alors ça, c'est pareil, c'est pas toujours faisable, mais il est bien évident que quand on veut prendre soin de sa santé, si l'on habite à côté d'une décharge publique, si l'on habite à côté d'une mine, si l'on habite sous une antenne relais, ce sera très difficile de remettre tout d'aplomb, de remettre sa santé vraiment... donc ça, il faut le savoir également. Alors, je ne sais pas, hein, parmi vous, quels sont les locataires, quels sont les propriétaires, mais moi, pour ma part, je suis locataire, et quand j'ai déménagé, j'ai mis énormément de temps parce que j'ai cherché un endroit où j'étais éloigné des antennes relais, éloigné des pollutions olfactives, des pollutions sonores, des pollutions... Bon, maintenant, je suis au milieu des vignes. Il y a le traitement de la vigne où je suis, oui, effectivement, c'est le seul inconvénient qui me reste. Après, moi, je suis très mobile. Si c'est pour ma santé, je suis prête à partir ailleurs. Donc, je ne sais pas comment les gens réagissent face à une maladie, mais certaines fois, il faut savoir, ce que je vous disais avec le stress, il faut savoir couper et puis repartir sur autre chose. Voilà donc pour les pollutions. Alors les pollutions, il y a également une chose, enfin deux plutôt, les vaccins. Alors, les vaccins avec aluminium. Il faut savoir que les vaccins sans aluminium existent. Je ne suis pas anti-vaccin non plus, mes enfants sont vaccinés. Mais si on peut éviter le vaccin avec aluminium, autant faire sans aluminium, bien sûr. L'aluminium, c'est pareil à la maison. Je le déconseille fortement, hein. Les poissons en papillote avec l'aluminium, les casseroles en aluminium, toutes ces choses-là, c'est à bannir. Donc après, il faut savoir par quoi remplacer. On pourra en parler tout à l'heure également. Les amalgames dentaires également. Amalgames dentaires. Alors là, c'est le gros scandale qui a éclaté il y a quelques années, puisque on dit qu'il est malgré tout à l'origine de la fibromyalgie. Je ne sais pas si parmi vous, certaines personnes sont concernées par la fibromyalgie. Donc les métaux lourds, le mercure en particulier, le mercure de l'amalgame dentaire, qui d'ailleurs a été appelé à tort plombage
Au départ, on appelait ça un plombage, et c'est du mercure qu'il y a à l'intérieur. Quand on vous dévitalise une dent, par exemple, il faut savoir qu'on vous met en premier un pansement à l'arsenic pour tuer les nerfs, bien sûr, et ensuite, eh bien, on vous met du mercure. Alors, il y a à peu près 17 mois, je crois, la France a accepté de refuser maintenant les pansements dentaires avec du mercure. Je ne vais pas faire le tour des dentistes, je soupçonne certains de continuer à écouler leur stock. Si vous êtes en contact, si vous devez aller chez le dentiste, j'ai qu'une chose à vous dire, c'est méfiez-vous de ce qu'on peut vous mettre maintenant comme pansement. Et si vous avez des anciens amalgames donc au mercure, une solution, les faire déposer. Tout le monde ne le fait pas parce que c'est quand même quelque chose qui est un peu lourd. Personnellement, je l'ai fait. En 2009, j'avais 7 amalgames donc au mercure dans la bouche et je les ai fait enlever par une dentiste qui est sur la Palme. Donc comme il n'y en a qu'une, voilà, tout le monde saura qui c'est, et qui a été une perle, hein, vraiment. Par contre, ce que je ne savais pas, c'est qu'on pouvait faire une détox avant. Et pour entraîner en fait les métaux lourds dans l'organisme et les faire refaire naturellement par les organes émonctoires. Je n'ai pas fait ce nettoyage, je n'ai pas eu de soucis après, donc ça a été pour moi une grande chance. Mais ceux qui doivent le faire maintenant, peut-être voir si c'est pas mieux de faire cette préparation. Donc c'est une préparation qui se fait avant, essentiellement avec de l'ail des ours, hein, essentiellement avant, et après la dépose des amalgames dentaires. Donc moi, elle m'a fait ça sur plusieurs séances, bien sûr. Et alors, pour l'anecdote, je ne sais pas à quelle dent exactement, mais elle a enlevé donc la petite boule de mercure hein, qui était dans le pansement. Et cette petite boule de mercure est tombée entre ma joue et ma gencive. Elle a dû mettre 3 secondes pour l'enlever hein, avec sa pince, mais je me suis retrouvée pendant 5 jours avec une grosseur de la taille d'un petit pois. La joue qui avait gonflé en fait à l'intérieur. Pour vous dire, la toxicité de ce mercure, c'est qu'il lui a fallu 3 secondes de contact direct avec ma peau pour me donner une bajoue de hamster. Voilà, donc pareil, pensez-y, mais les amalgames dentaires sont quelque chose de très, surtout quand on prend de l'âge, donc la gencive a tendance à se rétracter un petit peu, et c'est là où on voit les fuites de mercure qui passent évidemment dans tout l'organisme. Ensuite, bon, on peut faire quelque chose pour nettoyer. La coriandre hein, est effectivement aussi quelque chose de très bien. Elle attrape les métaux lourds et elle les fait ressortir naturellement. Donc on peut aussi hein, jouer là-dessus. Voilà. Donc, alors, par contre, je voulais vous lire un texte concernant les antennes relais. Allez, l'outil de travail. Alors, le danger des lignes à haute tension antennes relais. Les chercheurs de l'Université de Berne ont examiné tous les décès en Suisse dus à la maladie d'Alzheimer entre 2000 et 2005. Ils ont relevé 9200 décès. Voici leurs conclusions. Habiter à moins de 50 mètres d'une ligne à haute tension augmenterait le risque de développer la maladie d'Alzheimer ou une démence sénile, selon cette étude publiée par le journal américain d'épidémiologie. Le risque de développer la maladie était en moyenne plus élevé de 25% pour les personnes habitant à moins de 50 mètres de la ligne haute tension. Ce même risque passait à 51% pour les personnes y ayant habité pendant 5 ans, puis 78% pour les personnes y ayant habité 10 ans, et enfin 100% pour 15 années ou plus d'habitation à proximité immédiate. Des recherches avec des électriciens ou du personnel des trains avaient déjà donné des indications d'un risque plus élevé associé à des champs magnétiques élevés. Pour expliquer ce lien, les chercheurs avancent des hypothèses d'une perturbation des communications entre les cellules nerveuses et ou d'une plus grande production de radicaux libres. Alors c'est exactement ce qui se passe dans votre corps quand vous mangez quelque chose, par exemple, que votre corps ne veut pas. C'est qu'il va provoquer une oxydation, il va provoquer une production de radicaux libres et en fait toutes les liaisons qui doivent se faire naturellement, les liaisons neuronales, les liaisons hormonales, ne se font pas convenablement et c'est là où la maladie se développe. La maladie se développe au moment où la perturbation commence à se faire sentir, la perturbation étant apportée par l'inflammation. Voilà pour ce qui est des pollutions. Donc le 4e point, c'était le climat. Alors le climat, vous allez me dire, le climat, qu'est-ce qu'on peut y faire? Ce n'est pas nous qui faisons la pluie et le beau temps, bien sûr. On est tributaire de la pluie, de la neige, du vent. Et pourtant, il y a des choses à faire. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que
plus que la pluie ou le soleil, ce qui est dérangeant pour un organisme qui a une maladie chronique inflammatoire, c'est les changements brutaux et les changements brusques. Donc si vous regardez la météo, je ne sais pas, ne me demandez pas sur quelle chaîne, mais je sais qu'il existe le schéma où on présente la ligne des hectopascales. Et cette ligne des hectopascales, c'est celle qu'il faut surveiller, parce que quand vous la voyez en dents de scie, quand vous voyez qu'on vous annonce un événement majeur, c'est-à-dire qu'une journée tranquille, et le lendemain on vous annonce une tramontane à 120 avec de la pluie, avec des épisodes pluvieux très intenses, c'est à ce moment-là qu'il faut faire quelque chose. Le soir, vous regardez la météo, vous voyez ça pour demain. On peut agir en amont. Alors comment agir en amont sur le climat? D'abord, sachez qu'une première chose qui est très efficace, c'est l'arnica. L'arnica, d'habitude, on dit on s'en sert pour les coups, on s'en sert beaucoup pour les enfants, pour les adultes un petit peu moins, mais on s'en sert pour les coups, on s'en sert pour les bosses. L'arnica agit également sur ces phénomènes climatiques, enfin sur votre organisme, bien sûr, sur votre organisme par rapport à ces événements climatiques. Donc ne pas hésiter à prendre un petit peu d'arnica la veille quand on annonce une tramontane à 120 ou quand on annonce des orages, des choses vraiment très importantes. Hein. Et puis, il faut surveiller également le taux d'hygrométrie parce que l'humidité est également responsable d'à-coups sur la maladie en aggravant donc les symptômes, en aggravant les douleurs. Bon, je crois que tout le monde a entendu dire, hein, des personnes âgées, il va pleuvoir demain, j'ai mal ici, j'ai mal là. Bon, et c'est vrai que malgré tout, il faut faire très attention à ça. Donc là aussi, il y a des choses à faire. La protection de la sphère ORL, par exemple. Moi, je préconise à partir du mois de septembre-octobre des cures, c'est un bien grand mot, mais une protection de la sphère ORL avec tous les jours tisane de thym ou tisane d'eucalyptus, les inhalations. Ce sont des choses qui doivent être faites régulièrement pour pouvoir vous protéger quand l'événement climatique arrive. C'est pas là, par contre, quand vous allez voir la météo et demain ils annoncent de l'humidité, c'est pas la peine de prendre une tisane de thym le soir si vous n'avez pas fait un travail en amont. Là, par contre, ça ne marchera pas. L'arnica, oui, mais toutes ces choses avec les plantes, il faut un petit peu plus de temps, faire de la prévention. La prévention, ensuite, pendant l'événement, eh bien, faire de l'entretien et après, restaurer. Si vraiment vous sentez que, malgré tout, vous n'êtes pas bien, vous avez pris froid, vous avez pris mal à la gorge, vous vous sentez un peu malade, et là, il faut agir après l'événement, pendant et après l'événement climatique. Voilà pour le climat. Et puis bien sûr, toujours se déplacer avec le petit foulard léger, le foulard un petit peu plus épais. Bon, personnellement, j'en ai 3 sur moi. Hein. J'ai du plus léger au plus lourd. Et suivant si on sort, il fait frais, il y a du vent marin surtout. Et bien là, on se couvre en fonction de l'événement climatique. Voilà. Mais j'insiste sur l'effet des cures, hein, qui sont vraiment des choses qui protègent et qui anticipent les événements. Voilà pour le climat. Après, c'est sûr que bon, on peut pas aller plus loin. On peut pas faire grand chose, hein, ou alors s'enfermer chez soi. C'est le jour d'un gros orage, vous n'avez pas à sortir. Effectivement, il vaut mieux rester à la maison. Il vaut mieux un jour de grand froid. Mais bon, on est tous appelés à faire des choses à l'extérieur, donc se protéger et y penser avant. Voilà. Donc ça, c'était pour le climat. Alors, toujours avec l'association AISMS, avec tous les documents qu'on a retrouvés, qu'on a fait, on a fait un document de travail qui nous permet donc de retrouver ces 4, alors je vais vous faire passer après, qui nous permet donc de retrouver ces 4 points, hein, l'alimentation, le stress, le climat et la pollution. Je vous le fais voir de loin, mais je vais vous le passer. Ça, c'est notre document de travail. Donc, on a réfléchi à ces 4 points en tenant compte des actions qu'il était possible de changer ou des actions qu'il était impossible de changer. Donc, par exemple, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas agir sur notre tempérament initial. C'est-à-dire, quand on dit « tu as hérité du caractère de la grand-mère, tu as hérité… oui, effectivement, ça se retrouve. Hein, et ça, c'est dans les gènes, on ne peut pas y faire grand-chose. De l'éducation qu'on a reçue jusqu'à un certain âge, jusqu'à l'âge où on est capable de dire « non, moi j'ai entendu ça de mes parents ou de la maîtresse, mais non, je ne suis pas d'accord. » Mais jusqu'à, allez, on va dire jusqu'à 10 ans, c'est les paroles de Dieu. Donc on écoute ce que nous disent les parents et l'éducation, les enseignants. Donc cette éducation, on ne peut pas trop agir dessus.
Le capital santé de départ, c'est-à-dire que quand vous venez au monde, comme tout le monde, vous avez un capital santé, un capital sommeil, un capital pour votre peau, un capital pour les yeux, et ce capital est différent d'une personne à l'autre et on ne peut rien y faire non plus. Et certaines données, bien sûr, comme le sexe de la personne, l'âge de la personne, qu'on ne peut pas changer. Les actions sont possibles par contre sur le caractère. Caractère, vous remarquerez, en lien avec le tempérament initial. C'est-à-dire que quand on se rend compte qu'on a effectivement hérité du foutu caractère de mamie, eh bien là, on peut essayer de faire quelque chose et de s'adoucir un petit peu, ou au contraire, si c'est quelque chose qui nous pousse, on peut agir sur ce caractère. Sur notre environnement, j'en parlais tout à l'heure, quand on habite dans un endroit qui est très pollué par les antennes relais ou par d'autres choses de ce style, on peut éventuellement déménager. Donc sur l'environnement, on peut faire quelque chose. Sur les humeurs dues aux hormones. Alors là, vous allez peut-être me dire comment faire pour agir sur les humeurs liées aux hormones. Eh bien, je vous répondrai tout à l'heure avec l'alimentation essentiellement. L'aspect psychologique, donc ça c'est ce qu'on disait avec le stress, ça se travaille, le fait d'avoir des idées noires, de ne pas pouvoir passer outre, d'avoir peur de dépasser justement ses limites, peur de perdre son travail, tout ça, ça va dedans. L'aspect psychologique est très important, donc il faut le travailler également. Les sensibilités. On est tous différents, il y a des gens qui seront plus sensibles à certaines causes que d'autres, à certaines choses, Ces sensibilités se travaillent. Quand on voit qu'on est trop sensible, quand on a tendance à pleurer devant les informations parce qu'on voit un petit chien écrasé ou... bon, je prends un exemple idiot, mais c'est vrai que malgré tout, on peut avoir des réponses parfois démesurées. Par exemple, par rapport à la misère qu'il peut y avoir autour de nous, que je ne nie pas, attention. Et le seuil de tolérance. Le seuil de tolérance, c'est pareil, il est différent d'une personne à l'autre. C'est-à-dire qu'on a beau dire la douleur, on s'y habitue. Moi, je n'aime pas trop cette phrase parce que je pense que c'est pas vrai. La douleur, on est bien obligé de vivre avec, bien sûr. On est colocataire, mais par contre, le seuil de tolérance d'une personne à l'autre varie énormément. Et ça, on s'en est rendu compte à la ISMS parce qu'on a repris la petite réglette que vous connaissez peut-être, dont ils se servent dans les hôpitaux. Alors pour les enfants, vous avez soit les petits signes, le visage en bas, je suis pas bien, ou je vais mieux, bon, il n'y a rien de spécial, ou alors je vais très très bien. Et avec les adultes, on met ça avec des chiffres en fait, on note de 0 à 10. Et on s'est rendu compte dans l'association que toutes les personnes qui étaient malades des pathologies dont je vous ai parlé tout à l'heure, elles n'étaient jamais en dessous de 5 en fait. Donc au niveau de la douleur, la perception... La douleur est là, tout le monde sait ce qu'est la douleur, mais tout le monde ne l'aperçoit pas de la même façon et ne l'endure pas de la même façon. Parce qu'une douleur qui va durer une journée ou 2 jours, bon, on va peut-être prendre un antalgique, on va passer outre, on va se reposer, mais quand c'est une douleur qui perdure, qui part en poussée justement chronique, toujours par rapport à ces maladies chroniques, c'est plus difficile à supporter. Et là, on s'est rendu compte que dans les dames, après, on variait complètement. On a des dames qui restaient à 5 alors qu'elles faisaient 3 poussées dans le mois et d'autres dames qui faisaient les mêmes poussées et qui étaient déjà à 9 ou qui dépassaient d'après elles 10, bien sûr. Donc ça, c'est le seuil de tolérance. Et sans oublier la dernière chose qui est le terrain familial. Le terrain familial génétique. Je ne parle plus là de la petite bêtise de tout à l'heure, du caractère mais le terrain familial génétique, où on peut retrouver des facteurs comme le HLA-B27, qu'on retrouve très souvent présent dans les spondylarthrites ankylosantes, qui est aussi présent sur certains SAPHO, ma maladie, bien que moins par rapport aux spondylarthrites ankylosantes. Ça, c'est quelque chose que la famille nous a donné, pas forcément la maman ou le papa, ça peut être bien au-dessus. Et on retrouve parfois ces facteurs comme le HLA-B27. Alors je ne sais pas parmi vous, est-ce que je peux me permettre de demander s'il y a des gens qui ont fait cette recherche de HLA-B27, qui sont concernés, Oui, positif ou non, négatif? Je suis en pré-diagnostic encore. D'accord. On va recommencer, mais il faut que la famille fasse des cariotypes aussi. D'accord. Non, parce que je voulais juste dire une chose à ce niveau-là, c'est qu'il ne faut pas s'angoisser par rapport à ses propres enfants. Je suis HLA-B27 positif, j'ai 3 enfants, mes 3 enfants sont négatifs. Ça ne veut pas dire qu'ils ne développeront pas une spondylarthrite, mais ça veut dire qu'ils sont au même niveau de risque que la population sans HLA-B27 positif. Voilà. Tout est dans les gènes, mais on peut déclencher ou ne pas déclencher. Alors justement, puisqu'on parle de ces maladies, je vais maintenant vous donner mon témoignage en parlant en même temps de l'alimentation. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi.
Donc moi je vous ai dit, je suis atteinte d'un SAPHO, synovite, acné, pustulose, hyperostose, ostéite, donc épaississement osseux, attaque de la peau avec pustulose palmoplantaire, ostéite, inflammation et synovite, liquide inflammatoire de synovie dans les articulations. En gros, c'est ça. C'est une maladie qui prend tous les os du corps, qui soit les augmente en épaisseur, soit les inflamme, soit provoque des épanchements de synovie. Et je suis en rémission depuis 7 ans. Alors, mon parcours. En 1985, j'ai développé cette maladie 2 jours après le décès de mon papa. Déjà. Donc, on remet à nouveau le stress. Vous voyez qu'on va faire des liens tout au long de mon parcours. Vous voyez que l'élément déclencheur, ça a été le décès de mon papa. J'étais évidemment avec cette maladie de SAPHO quelque part en moi, mais qui dormait, qui était bien cachée et qui s'est réveillée le 10 février 1985. J'ai eu un parcours, comme tous les malades de maladies chroniques inflammatoires, c'est-à-dire hôpital, docteur, bien sûr, radio, IRM, scanner. Et puis j'ai mangé de la cortisone, j'ai pris des anti-inflammatoires normaux, des anti-inflammatoires non stéroïdiens, dont on disait d'ailleurs qu'ils ne provoquaient pas d'ulcère à l'estomac, et je fais un ulcère ouvert avec. Première partie de ma recherche, donc là je me suis dit, bon, il y a un problème quelque part. On enlève les anti-inflammatoires, on passe aux biothérapies, j'ai fait une pneumonie, j'ai fait une jaunisse médicamenteuse, une hypertension, arrivée à l'hôpital avec 23 de tension, enfin bon, des choses assez excessives. De toute façon, je ne fais pas dans le détail, j'aime bien réagir. Voilà, donc j'ai fait beaucoup de choses de ce style jusqu'en 1999. Et puis en 1999, mon docteur m'a dit, écoutez, je ne peux plus rien pour vous. Je ne vous proposerai pas d'autres traitements, vous réagissez trop violemment, vous nous avez fait des choses pas possibles, vous avez un trou à l'estomac, donc je ne peux plus rien pour vous. Et quand vous sortez de chez le docteur, déjà vous ne savez pas où est votre voiture, je vous le dis franchement, et puis vous vous dites, qu'est-ce qu'on fait après? Il n'y a plus rien, plus personne ne peut faire quelque chose pour moi, Et à cette époque-là, je peux vous assurer que la douleur, elle dépassait largement le 10 sur l'échelle. Alors, il fallait arrêter cette cortisone que j'ai prise pendant 12 ans. Et les médecins disaient, il faut arrêter progressivement la cortisone. J'étais tellement dégoûtée que je l'ai arrêtée du jour au lendemain. Je ne vous le recommande pas du tout. Ça, c'est quelque chose... Donc, j'ai été malade pendant presque 1 an. Excusez-moi de l'expression, malade à crever. À ne pas pouvoir bouger, que de passer du canapé au lit. Et mon mari me prenait sur l'épaule comme une prise de judo pour m'emmener aux toilettes. Pour vous dire l'état dans lequel j'étais. La seule chose qui me restait, c'était la télévision et ma cigarette. C'est là où j'ai commencé à fumer. Voilà, c'était tout ce qui me restait. Donc, aggravons un peu la situation. Voilà. Et puis, j'ai tenu comme ça jusqu'au début 2001. Et début 2001, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour moi. Donc, j'ai commencé bêtement à me dire, je vais déménager. C'est ce que j'ai fait. J'ai déménagé, j'ai atterri à Sigean. Et puis, j'ai changé de boulot, j'ai changé beaucoup de choses. Enfin, j'ai changé de boulot, oui, j'ai changé de boulot. Et puis, j'ai voulu changer l'alimentation, sauf que j'y connaissais pas grand-chose. Alors, j'ai cherché sur Internet. Les joies d'Internet, j'étais contre Internet avant, et Internet m'a quelque part sauvé la vie. Et j'ai trouvé quoi? J'ai trouvé le régime Seignalais. Voilà. Donc, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un connaît, est-ce que quelqu'un ne connaît pas dans la salle? Vous ne connaissez pas? Vous connaissez, vous? J'ai entendu parler oui. de moi parce que j'ai rencontré quelqu'un qui le fait depuis pas mal d'années. Et apparemment, c'est... D'accord. Les autres dames, non, vous... J'ai commencé. D'accord. Bien. Voilà. Les autres dames, non? Personne n'a entendu parler. Alors, on appelle régime Seignalais. Moi, j'aime pas le terme régime parce que dans l'esprit de tout le monde, régime, on maigrit. Bon, effectivement, le régime Seignalais peut faire maigrir. J'ai réussi à perdre 2 kilos, pour vous dire. Mais le régime Seignalais, au départ, moi je l'appelle méthode. Seignalais, c'est beaucoup plus réaliste d'ailleurs, c'est beaucoup plus agréable. Consiste à enlever de son alimentation gluten, lactose, caséine. Alors vous m'arrêtez, si maïs, additifs alimentaires, bien sûr, plat tout près du commerce, tout ce qui est raffiné ensuite, comme le sucre ou le sel raffiné. Voilà, ça ne s'arrête pas là. La méthode Seignalais, c'est également changer sa cuisson, ses formes de cuisson, adapter
ces contenants, hein, comme je vous disais tout à l'heure, les casseroles en aluminium, au revoir, les cuissons qui dépassent, alors normalement 110 degrés, mais moi je suis même carrément en dessous, et puis essayer de manger cru. Alors là, généralement quand je dis ça, c'est cru, mais cru. Ben oui, on peut manger cru. On peut manger cru. Qu'est-ce qu'on mange cru? On mange des avocats, on mange des carottes râpées, on peut manger du chou-fleur en salade, toutes les salades vertes, bien sûr. On mange énormément de choses crues. Et ça, les gens ne s'en rendent pas compte parce qu'avec les publicités qu'on a actuellement sur les nourritures toutes prêtes, les plats tout prêts, les trucs qu'on met au micro-ondes, en plus très mauvais cette chose, mais bon, qu'on met au micro-ondes ou qu'on met au four, vous avez tout dedans. Vous avez tout ce qu'il ne faut pas, surtout. Voilà. Et là, on a tendance à oublier qu'il y a des choses qui existent comme les fruits. Et les fruits, ben, on les mange crus. On peut les manger cuits, bien sûr. Mais l'idéal, c'est de les manger crus. Donc là, il faut essayer. Alors moi, je suis pratiquement à 60% de cru. Il ne faut pas tendre vers le 100% dans un premier temps quand on est malade. Il faut prendre le temps. Parce que vous mettez votre organisme il était déjà dans une situation qui n'était pas bien, parce que fatigué, parce que malade, pour X raisons, et vous le mettez en punition. En gros, c'est ça. Vous le mettez en punition, donc il y a les risques de frustration, bien sûr, au départ, et puis il y a le risque que votre corps aussi se rebelle, et puis ne supporte pas du tout le cru. Et ça, moi, je l'ai déjà vu avec des gens qui ne supportaient pas les crudités. Parce qu'ils n'en avaient jamais mangé pendant 20 ans avant, pratiquement, ils se sont mis aux crudités. Donc faire très attention à ça. Mais cette méthode, bon, c'est quelque chose qui s'apprend. Moi, j'ai mis 1 an à la mettre en place. Hein. Alors, pour revenir donc à ma maladie, j'avais décidé de la commencer le 1er janvier 2007, hein, cette méthode. 1er janvier, j'étais pleine de bonne volonté et j'ai attaqué. Alors, il y a 2 façons d'attaquer la méthode Seignalais, j'ai pris la pire. Donc, la première consiste à enlever progressivement ce que je vous ai cité tout à l'heure, hein, lactose, caséine, gluten, maïs, enlever progressivement de son alimentation. Et la deuxième, bien sûr, c'est de faire quoi? Eh bien, c'est d'enlever tout de suite, depuis le début, tout enlever. Donc moi, j'ai choisi celle-là. 1er janvier 2007, j'ai choisi 5 aliments dont je savais pertinemment qu'ils ne me faisaient pas de mal pour les avoir essayés avant. Alors j'avais les tomates cerises, les carottes râpées, le jambon de montagne, les madeleines. Alors madeleine, je précise, anti-allergie, hein, acheté, bon, je ne vais peut-être pas citer la marque maintenant, mais bon, je vous le dirai plus tard, anti-allergie, donc déjà qui était sans gluten et sans lactose, et je ne sais plus ce que j'avais d'autre. Bref, j'avais 5 aliments, et j'ai mangé ces 5 aliments du matin au soir pendant 3 mois. Bon, là, je ne vous dis pas la frustration. Hein, d'autant que mon mari mange du fromage, et alors moi, je regardais l'assiette de fromage avec la salade verte, la sauce, le pain. Pour moi, c'était quelque chose de terrible d'enlever le pain et d'enlever le fromage. Je peux vous dire que maintenant, après 7 ans, vous pouvez m'en amener. Hein. Il n'y a aucun problème. Hein, je ne mangerai pas. Bref, donc j'ai choisi cette méthode. J'ai tout enlevé. Et puis, jusqu'au mois d'avril à peu près, et fin avril, début mai, j'ai fait une poussée de ma maladie terrible, comme je n'avais jamais fait jusqu'à présent. J'ai atterri à l'hôpital, pour vous dire à tel point comment j'étais. Par contre, j'ai refusé les médicaments qu'on voulait me donner. J'étais en surveillance, mais vraiment en dessous de 0, quoi. J'étais pas bien du tout. Et puis ça a duré 3 semaines. Pendant ces 3 semaines, les douleurs, les blocages, les pustules, hein, puisque je vous ai dit, ma maladie amenait des pustules sur les pieds et les mains. Et je suis ressortie de l'hôpital donc sans traitement, enfin avec peut-être une ordonnance, mais dont je ne me suis pas servie. Et j'ai continué. J'ai persévéré et j'ai attendu, et je me suis retrouvée en fait dès le mois d'août avec pratiquement 0 douleur. Et là, j'y croyais pas. Donc, j'ai pas voulu crier victoire trop vite, bien sûr. J'ai attendu encore. Mais j'ai attendu tellement longtemps que j'ai continué très strict la méthode Seignalais et que je vais attaquer au 1er janvier ma 8e année de rémission. Voilà. Donc, pour moi, c'est 0 douleur, 0 blocage, plus de problèmes digestifs, plus de migraines, plus de problèmes aux yeux, plus de problèmes d'intestin. Enfin, la liste est tellement longue que c'est pratiquement un miracle pour moi. Voilà. Donc, je te souhaite la même chose, Laurie. Ah. Mais je pense que... Bon, après, on a Nadine aussi qui est là-bas derrière, hein, qui a attaqué il y a combien de temps? Il y a 1 an. Voilà. Et qui peut dire, je pense aussi, comment tu te sens depuis...
redécouvre, en fait. On redécouvre... oui. Oui, oui. Et moi, je peux dire que, par exemple, chez moi, j'ai pas de four. Et c'est un choix. J'ai pas de four parce que mes 2 casseroles et mes 2 poêles me suffisent largement pour me faire un œuf au plat ou pour me faire ce qui fait du bien à ma santé, en fait. Alors, quand je regarde en arrière, maintenant, je me dis, ça fait 7 ans que j'ai pas mangé, par exemple, un yaourt. Entendons-nous, de vache, de chèvre, de brebis ou de jument, ce que vous voulez. Par contre, je mange des yaourts au lait végétal. Et je les fais moi-même. Voilà. Et donc, au départ de ma maladie, j'avais une vitesse de sédimentation et une protéine C réactive qui explosait. Hein. Je crois que j'aurais pu rentrer dans le Guinness des records. Et après quelques mois, quelques années de cette méthode, eh bien, je me retrouve avec une vitesse de sédimentation et une PCR qui sont maintenant normales. Je n'ai plus, vous avez mes mains devant vous, je n'ai plus du tout de pustulose, je n'ai plus de psoriasis, je n'ai plus d'eczéma, je n'ai absolument rien. Vous verrez, vous pourrez feuilleter tout à l'heure les livres, vous verrez, il y a mes photos dedans où j'étais en crise de pustulose. C'était les photos de 2009 d'ailleurs, quand j'ai fait de 2007. Oui, 2007. Quand j'ai fait ma super poussée, pustulose dans les mains, c'est des petits boutons. On a l'impression que c'est du pus à l'intérieur. En fait, c'est du liquide inflammatoire. Donc, le corps refait sortir par la peau ce qu'il ne veut pas garder à l'intérieur. Et tout ce qui est eczéma, tout ce qui est psoriasis, tout ce qui est pustulose, c'est ça. C'est le corps qui exprime quelque chose, qui refuse de garder ce que vous lui avez fait rentrer, de force en plus, hein, parce que vous ne lui demandez pas son avis quand même. Hein. Et donc, lui, il réagit et il refait sortir tout ça. Voilà, pour ce qui est de la pustulose, des douleurs. Et je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions pour l'instant? Oui. J'en ai une quand même concernant le four. Oui. L'idée de la cuisson au four complètement bannie, ou est-ce qu'on peut réduire tout simplement la chaleur? Non, tu peux réduire, effectivement. Oui, oui, oui. Oui, tu peux réduire. Oui. Moi, ça a été vraiment un choix. Bon, en plus, quand je disais tout à l'heure qu'il faut prendre les 4 points en même temps, il faut prendre le stress, c'est global hein, quand on veut guérir de quelque chose. Alors attention, je ne suis pas là non plus pour parler de certaines maladies comme le cancer. Hein. Ça, j'aurais dû vous le dire au départ. Je ne parle que de maladies chroniques inflammatoires et de celles que je connais pour les avoir eues dans mon association et les avoir étudiées. Je me refuse complètement à parler de rémission ou de guérison, quoi que ce soit, d'un cancer ou d'autre chose de ce style. Hein. Mais quand on veut récupérer une certaine partie de sa santé, il faut jouer sur tous les tableaux. Il faut jouer bien sûr sur le stress, sur l'alimentation, il faut jouer, comme je vous disais tout à l'heure, sur les pollutions et sur le climat. Si vous n'avez pas tout ça, c'est ce qu'on appelle des interférences à la méthode. Donc là, vous allez vous apercevoir que oui, il y a du mieux, mais c'est pas ça encore. Je ne suis pas complètement bien, je ne suis pas complètement... Eh bien, peut-être qu'il faut chercher justement non plus du côté de l'alimentation, mais du côté de la pollution, du côté du stress, du côté du climat. Alors, ça, il faut bien toujours avoir en tête. En fait, c'est ce... pardon, écoutez, j'ai oublié. Je vous fais passer le classeur où vous allez tout retrouver dedans. Attends, je me sens que j'avais mis des papiers dedans. Non, voilà. Donc ça, vous pouvez le feuilleter pendant que je continue à parler. Et donc, c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, quand on part avec ce document... Il faut vraiment en fait avoir ce document à l'esprit en permanence. Les 4 points principaux, stress, alimentation, climat, pollution, le terrain familial, génétique en dessous, ce qu'on ne peut pas changer et ce qu'on peut changer. Je vous le fais passer également. Alors, tout à l'heure, on parlait des hormones aussi et on parlait des humeurs. Ouais, tu veux poser... Vas-y. Il n'y a pas de problème. Je finis avec mes hormones et j'en viens à ça. Alors, les hormones, ben oui, surtout qu'on entend souvent dire une femme, bon, quand elle est en période de règles, oh là là, quel sale caractère et tout. Et c'est quoi qui fonctionne? Ben, ce sont... Ah, je vois qu'il y a un monsieur qui est d'accord. Bon, tournez-vous, demandez au mien. J'ai jamais eu un trait d'humeur différent depuis plus de 7 ans. Les hormones, en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est un système, le système hormonal, comme un autre système, un système nerveux, un système osseux, un système sanguin. Et du moment où vous avez une perturbation à l'intérieur de votre corps, qui est apportée toujours par ces 4 éléments, et puis le système hormonal, il fait pareil.
il ne va pas bien, donc il se dérègle. Alors certaines fois, on a des personnes qui sont ménopausées très tôt, on a des personnes qui ont une endométriose, j'étais en train de chercher le mot, très très tôt alors qu'elles ne devraient pas l'avoir, et même tard, on ne devrait pas avoir ce genre de choses, qui ont des règles abondantes, qui ont et surtout les humeurs qui vont avec, c'est-à-dire je ne me sens pas bien. Sachez que nous avons fait le test avec toutes les dames de l'association, on était 12, et on s'est retrouvés, je vous dis, mon mari en témoignerait, avec mais aucune saute d'humeur, rien. Rien qui nous dérangeait parce qu'on s'est retrouvés avec en fait un système hormonal qui fonctionnait mais formidablement bien. Avec des règles réglées, c'est le cas de dire, avec des périodes vraiment, alors hors grossesse, bien sûr, parce que là c'est un gros bouleversement hormonal, évidemment. Et ensuite à la ménopause, il faut faire très attention. Là où est le travail, c'est faire de la prévention. Moi, je sais que je suis en période justement de ménopause, et s'il n'y a pas le travail de prévention avant cette ménopause, on rechute à nouveau dans des cercles vicieux d'épaisseur d'utérus, par exemple, avec des saignements pas possibles, avec des choses comme ça. Donc là, bien faire attention à ça et s'y préparer. Quand on fait la méthode Seignalais depuis des années et qu'on s'y tient, on n'a pas ce genre de problème. Moi, j'avais un gynécologue qui voulait, c'est son expression, elle ne m'a pas plu du tout, mais il m'a dit « je vais vous brûler ». Il m'a dit, Madame Mantelet, je vais vous brûler la paroi utérine parce que j'avais des règles abondantes. Je lui ai dit, oula, déjà moi, quand j'entends ça, j'ai tendance à partir en courant. Et j'ai fait ce que je voulais faire, c'est-à-dire que j'ai accentué un peu la méthode Seignalais. Et quand j'ai revu, il m'a dit, vous avez absolument rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'endométriose, il n'y a pas de fibrome, il n'y a pas de kyste, il n'y a rien. Donc tout va bien, en fait. Voilà. Et par rapport à ma maladie, qui atteint les os, je vous le rappelle, en 2007, j'ai fait une scintigraphie osseuse qui montrait des hyperfixations osseuses au niveau des nœuds de doigts, au niveau des poignets, et pareil pour les chevilles. Il y avait les chevilles, il y avait les doigts de pied. J'ai refait une scintigraphie osseuse 2 ans après, et je peux vous assurer que même le manipulateur n'en revenait pas. Les points noirs qui montraient les hyperfixations au niveau des nœuds de doigts et des poignets avaient disparu. Ce qui veut dire également que si on a des arthroses prononcées, je ne vais pas dire que 2 ans après ou 3 ans après, vous allez courir, monter à la corde, faire... non, mais on peut réduire, premièrement, l'inflammation, et deuxièmement, faire régresser le mal qui s'est déjà installé. J'ai bien dit régresser, je n'ai pas parlé de guérison à aucun moment. Je fais bien le distinguo parce que je me suis déjà fait traiter de gourou, donc je fais très attention à ce que je dis, mais donc on peut faire régresser ces choses. Alors Karine, tu disais tout à l'heure par rapport à l'alimentation. Bon, l'alimentation, honnêtement, depuis 7 ans que je fais des conférences et on tourne dans toute la France, c'est la chose qui préoccupe le plus les gens que je peux rencontrer. Au départ, ils me disent comment remplacer ceci par cela. Alors moi, je dirais, on ne cherche pas au départ à remplacer, sauf si on est vraiment accro à quelque chose. Moi, c'était le cas avec le pain. Donc là, oui, j'ai cherché à remplacer. Pas de four, donc je ne me suis pas bien embêtée. Je suis allée à la Biocoop et j'ai trouvé du pain. Donc j'ai appris ce qu'il ne fallait pas prendre, le maïs, entre autres, qui est aussi dangereux que les gluten, qui sont de la colle et qui restent dans vos intestins. En fait, vos intestins, c'est un tuyau. Et le gluten se fixe de façon à rétrécir le tuyau. Mais comme le tuyau n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va s'élargir de l'extérieur. Et c'est ça qui va vous provoquer les ballonnements, qui va vous provoquer les douleurs, qui va provoquer une prise de poids, qui va provoquer plein de choses de ce style. Donc ces intestins, il faut absolument qu'ils gardent la taille qu'ils doivent avoir. Et pour ça, il ne faut pas que la colle vienne s'installer au milieu. Donc le gluten, c'est niet dans la méthode Seignalais. Donc j'ai trouvé du pain riz, pomme de terre. Alors ce pain riz, pomme de terre, par exemple, il existe à la Biocoop de Narbonne et on le trouve en pain de mie, en pain de campagne et en baguettine. Il est plus cher, oui. Ça c'est le nerf de la guerre. Tout le monde me dit, oui, mais ces produits sont plus chers. C'est vrai. Sauf qu'au bout de quelques mois, quand vous apprenez à cuisiner différemment, ce que vous rattrapez sur le prix d'une viande que vous n'allez pas manger, par exemple, vous pouvez le mettre à la Biocoop pour acheter un produit. Les yaourts, on en parlait tout à l'heure. Alors moi, je fais mes yaourts avec du lait végétal. Donc lait végétal, vous avez le lait de riz, le lait d'avoine, moi j'y suis allergique, mais il peut servir aussi. Le lait de soja,
controversé, le lait de soja, toujours pareil, parce que c'est un perturbateur endocrinien. Donc le lait de soja, pour les enfants, déconseillé. Période adulte jusqu'à ménopause, 2 fois par semaine maximum. Et alors moi, on m'a toujours dit, après la ménopause, qu'il n'y avait plus aucun souci, puisque c'est un perturbateur endocrinien qui agit essentiellement sur la stérilité. Donc, bon, après, je veux dire, il ne faut pas non plus exagérer. Si on se tient à 2 prises de soja dans la semaine, il n'y a pas de raison qu'après la ménopause, on en mange 3 kilos par jour, quoi. Eh bien, pour les hommes, c'est pareil, en fait. À moindre mal. Ça agit pas de la même manière, malgré tout. Ça agit, mais un peu moins que sur une femme. Voilà. Donc, alors, on en revient à nos riz, avoine, riz. Tu m'aides, Nadine, là? Avoine, riz, soja, amande. Donc, éviter seigle, l'avoine, non, il me semble qu'on n'en prend pas de l'avoine. Il faut éviter le seigle, avoine. Seigle, avoine, blé, épeautre, petite épeautre et orge. Oui, donc non, pas d'avoine, c'est moi qui ai dit des bêtises. C'est amande, c'est le lait d'amande, en plus. Oui, en plus, je fais une fixation là-dessus parce que Nadine, quand on va chez elle, elle a du lait d'amande et moi, j'aime pas ça. Donc, amande, riz, soja. Hein? Le lait de coco, bien mon mari, merci de me rappeler ça. En plus, je n'aurais pas dû oublier parce que c'est celui que j'ai dans mes placards. Bien sûr. Alors comment fait-on un yaourt avec du lait de coco? Ben, vous le faites aussi de la même manière. Et vous savez quoi? Alors certains vous mettront de l'agar-agar. Moi, non, ce truc ne me plaît pas. Et comme j'ai un 6e sens, j'écoute mon 6e sens. L'agar-agar, j'en ai jamais pris, je ne veux pas tester. Non, avec du tapioca. Le tapioca est sans gluten. Hein. Il faut apprendre, exactement. Mais ah ben oui. Oui, voilà. Ouais. Donc, même si elle était peu animale, il y a quand même... il y a tout le reste à côté. Vous avez eu les colorants, vous avez eu les exhausteurs de goût, vous avez eu les conservateurs, vous avez eu tout ça. Et tout ça, on apprend parce qu'un conservateur naturel, ça existe, les conservateurs naturels. Vous avez le salpêtre comme conservateur naturel, vous avez la saumure, ce sont des choses complètement naturelles. Donc ça, on apprend, on revisite tout, toujours cette globalité par rapport à ce document, on revisite tout. Donc un yaourt, par exemple, faire un yaourt, bon, je vais donner mon exemple à moi, parce que je l'ai fait comme ça. Lait de coco, dans la casserole, on fait chauffer, on verse du tapioca. Alors après, les doses correspondent à ce que vous voulez faire comme pot de yaourt. Hein. On verse du tapioca en faisant très attention. Le tapioca, c'est quelque chose qui se manie très très bien, mais on a l'impression qu'on n'en met pas beaucoup. Et en fait, ça gonfle très très vite et ça va vous faire ensuite un béton. Alors tapioca, vous l'avez sous plusieurs formes. Il faut le prendre en semoule. C'est-à-dire que vous le prenez en semoule. Voilà, ah oui, ben. Alors c'est une taille de tapioca qu'il ne vous faut pas prendre pour faire un dessert, par exemple. Il vous faut prendre le tapioca semoule, et donc vous avez votre lait qui est en train de chauffer, vous versez votre tapioca dedans, vous le laissez épaissir, et ensuite vous mettez ce que vous voulez dedans. Des morceaux de fruits, si vous les avez préparés avant, des fruits frais, que vous coupez, vous mettez vos morceaux de fruits, vous pouvez mettre un caramel maison à l'intérieur, vous pouvez mettre du chocolat sans gluten, sans lactose, que vous avez fait fondre préalablement avec 3 gouttes d'eau, vous le mettez à l'intérieur, de la vanille avec des vraies gousses de vanille fendues, écrasées. Et... Ah oui, oui, oui. Parce que moi, on m'en a parlé comme de ce Chine, excuse-moi, mais là, allez-y, allez-y. Donc, on m'en a parlé. La dame qui m'en a parlé est une dame très stricte, très comme ça. Et donc, je suis allée voir votre page. C'est ma coiffeuse qui m'en a parlé. Donc, je suis allée voir votre page. Je suis là, j'ai rebondi sur Signalet, je suis allée le chercher. Et quand j'ai dit j'y arriverai jamais. Quoi. Si, on y arrive, tous. Ah, mais moi aussi. Moi aussi. Mais vous apprenez à faire vos bonbons, vous apprenez à faire vos truffes pour Noël, vous apprenez à faire votre caramel, vous apprenez, mais vraiment à tout reprendre. Mais surtout, il ne faut pas avoir à l'esprit, je remplace.
Non, c'est Ginov. Je cuisine autrement. Je fais des choses que je ne connais absolument pas. Moi, je teste. Il y a des soirs, je dis à mon mari, allez, ce soir, on teste ça. Oui, oui, il me sert de cobaye. Hein. Ouais, a priori, il se porte bien, donc... Non, non, il faut absolument tester. Ah. Bon, oui, mais moi, je l'ai connu, il avait 20 kilos de moins encore. Hein, alors, vous savez... Ensuite, je ne sais pas, Karine, si tu as à l'idée quelque chose au niveau des plats, au niveau... C'est justement aiguillé de se dire, tiens, ben, les pâtes, admettons un aliment qui est commun à tout le monde, on peut le remplacer par ça. Tiens, la viande. Ben, les pâtes, moi j'achète des pâtes de riz. Voilà. Ah non. C'est pas bon. Ah non. Oh là là, on n'est pas complète. C'est pas bon. On ne peut pas continuer, Karine. Vas-y, Karine, continue. C'est donner un petit peu de la lumière à ce que, Oui. voilà, ce que tout le monde peut manger. Oui. Tiens, là aujourd'hui, voilà, ça me parle, voilà, moi qui mange des pâtes, voilà, qu'est-ce que je peux mettre? La viande, j'entends qu'on ne peut pas manger de viande. On peut. Voilà. Alors, je vais vous donner plein de conseils de ce côté-là. Alors, par exemple, la viande. Prenons la viande. La viande, je vous ai dit tout à l'heure que le maïs, il y a longtemps qu'il est OGM, hein, il a été traité, retraité, manipulé, tout ce que vous voulez. Personnellement, moi qui ai fait un ulcère ouvert à l'estomac, si je suis en contact avec un seul grain de maïs, mon ulcère ressaigne. Donc je le vois, mais alors tout de suite. Hein, si. Alors le maïs, pareil, c'est sournois, ça se cache aussi. Maltodextrine. Si vous voyez quelque part, même sur une vitamine C acérola, il y a parfois marqué maltodextrine. Si vous voyez maltodextrine et qu'il n'y a pas marqué à côté de quoi, c'est du maïs. Il faut bien le savoir. La maltodextrine, si elle n'est pas marquée de quoi, ça veut dire que c'est du maïs. L'amidon de maïs. Dans certains produits, vous voyez amidon de maïs. Si c'est marqué seulement amidon modifié et qu'il n'y a pas marqué de quoi, c'est du maïs. Voilà. Il faut le savoir aussi, hein, ça. Donc, faire très très attention, apprendre à lire ces étiquettes hein, aussi. Il faut apprendre tout ça et puis faire très attention. Donc, j'en étais où, Karine? Le maïs. Voilà. Donc, la viande, une chose très très simple. Moi, j'étais tout le temps malade quand je mangeais du poulet ou du canard. Et je me demandais pourquoi. Mais enfin, le poulet, même à peu près bonne qualité, le canard. Et en fait, c'est leur alimentation principale, c'est quoi? C'est le maïs. Voilà. Donc j'ai enlevé depuis des années le poulet. Je crois que la dernière fois que j'en ai mangé, c'était chez Nadine d'ailleurs, où j'en ai mangé un tout petit morceau comme ça. Mais j'ai enlevé le poulet de mon alimentation depuis des années. Alors vous allez me dire, bah oui, mais maintenant on donne aussi du maïs au bœuf et on donne aussi au porc. Alors sachez que le porc, c'est pas son aliment privilégié déjà. Donc s'il a autre chose à côté, les pelures de légumes, les croûtons de pain et tout, malgré tout c'est du blé. Mais bon, il va manger ça. Hein, plutôt que manger le maïs. Et puis les vaches, la viande de bœuf, qui est malgré tout de la viande de vache, ne mangent quand même en pourcentage dans leur alimentation, le maïs est beaucoup moindre que le canard ou le poulet. Donc moi j'ai éliminé la volaille. Et puis par éthique, je ne mange pas de bébé. Je ne mange pas d'agneau, je ne mange pas... Mais ça c'est par éthique, hein, purement. Donc rien à voir avec... Après, qu'est-ce qui me restait? Le porc et le bœuf. Voilà. Donc, de temps en temps, je mange du porc. De temps en temps, je mange du bœuf. Et, alors, chose terrible, là, peut-être que parmi vous, quelqu'un pourra m'aider, parce que pour le coup, c'est moi qui vais avoir besoin d'aide. J'ai arrêté à Noël de l'année dernière complètement la viande jusqu'à cet été, août. Complètement, hein. J'en mangeais plus du tout. Et puis, en août, je suis ressortie en urticaire géante. Et là... il y a une dame qui m'a dit, oui, mais vous avez enlevé la viande complètement alors que vous en avez mangé pendant 40 ans. Et vous avez mangé de la viande piquée aux hormones, de la viande piquée aux antibiotiques, de la viande piquée à tout ce que vous voulez. Et de fait, en enlevant ça, vous avez enlevé une certaine protection, antibiotiques, anti-inflammatoires, ce que vous voulez. Et d'après cette dame, j'ai bien dit d'après parce que je suis encore en recherche actuellement, hein, vu que là, j'en ai presque plus, mais ça m'arrive encore le soir de me faire une petite crise de cette urticaire. Donc là, je suis encore en recherche. Moi, je suis quelqu'un de très curieux, donc moi, je veux savoir, avant de prendre un médicament que j'ai à la maison mais que je n'ai pas pris, avant de le prendre, j'essaye de trouver de moi-même. Et donc, elle m'a dit ça, cette dame. Alors, je ne sais pas, est-ce que parmi vous, quelqu'un a déjà entendu dire ça? Est-ce que quelqu'un parmi vous est concerné par ce genre d'urticaire par rapport... Bon, je n'aurai pas ma réponse ce soir.
C'est pas grave, je continuerai de chercher. Ceux qui viendront sur ma page verront la réponse. C'est pas grave. Voilà donc pour la viande. Alors moi je dis ce que je pense. Hein. Je me suis remise à manger de la viande, hein, du coup. Et c'est vrai que ça va mieux. Dans ces cas-là, moi j'en mange beaucoup moins qu'avant. Je privilégie dans ces cas-là de payer un petit peu plus Oui. et d'acheter la viande. J'ai de la chance d'avoir pas très loin de chez moi des producteurs, etc. D'acheter carrément de la viande bio. Je vois où est-ce qu'ils pètent, où est-ce qu'ils pèsent. Non, pardon, je ne sais plus parler. Qu'il pèse. Bref, en général, je préfère manger du bœuf dans ces cas-là, un petit peu de porc aussi, et c'est vrai qu'au niveau volaille aussi, j'ai un peu Voilà. parce que même si on fait tout courir, machin, il y a quand même effectivement du maïs et d'autres trucs. Mais Alors, je préfère payer un peu plus cher, manger moins, par exemple une seule fois par semaine, la viande rouge, et au moins c'est beau et bien. J'en achète plus du tout dans les grandes surfaces, c'est fini ça. Alors là, par contre, maintenant, c'est vrai que les médecins en parlent beaucoup, ne serait-ce qu'avec la maladie de la goutte, hein, et disent aux personnes malades, attention, la viande rouge est très mauvaise quand on en mange trop. Oui, bon, moi, je pense qu'on peut... Moi, je mange de la viande, allez, une fois tous les 10 jours à peu près. Hein, ça me fait 3 morceaux dans le mois. Bon, ça va très très bien comme ça. Après, il y a le côté éthique, bien sûr, mais ça, c'est autre chose. Hein. Oui, Nadine, elle, non, c'est le côté éthique qui... Ouais. Et est-ce qu'on peut manger du poisson? Alors, les poissons... Il faut savoir manger les bons poissons. Alors, en premier, on se dit les poissons qui vous amènent des oméga 3, hein, parce qu'on en a tous besoin, on est tous en manque, donc, et ça contribue au bon fonctionnement du système immunitaire et donc à baisser l'inflammation. Donc, on a sardines, maquereau, on aurait le thon, parce que je vais vous dire après hein, pourquoi oui, pourquoi non, le saumon, le hareng et les anguilles. Voilà. Oui, les poissons. Alors moi je dis les poissons bons gras, hein, parce que c'est un gras qui ne va pas vous donner, si vous n'en mangez pas 3 kilos par jour, qui ne vous donnera pas de cholestérol. Il va vous amener les oméga 3. Maintenant, il y a le problème de la pollution. Vous voyez, on en revient toujours à ce cercle qu'il ne faut pas oublier du tout. Alors la pollution, sachez que plus vous mangerez du poisson gros, et plus vous aurez des problèmes d'intoxication aux métaux lourds. Parce que non seulement il absorbe, lui, dans la mer, les métaux lourds qui ont pu être jetés, mais il mange les petits poissons qui, eux, ont déjà mangé des métaux lourds. Donc vous vous retrouvez avec double dose, si je puis dire, dans l'estomac de la bébête que vous mangez. Donc là, il vaut mieux privilégier le petit poisson, la sardine, le hareng, le maquereau. Le saumon, alors le saumon, moi j'en mange, hein, du saumon, je dis honnêtement. Quand je peux le trouver, oui, alors sauvage, c'est pareil. Hein, l'autre jour, on a vu un reportage du saumon sauvage. Il avait l'appellation saumon sauvage. Vous pouvez demander à mon mari, on a regardé le reportage. Et en fait, c'est une ferme d'élevage qui est effectivement éloignée, allez, je vais dire, de 8 km de la côte. Donc, ils ont l'appellation pleine mer, ils ont l'appellation sauvage, mais il est quand même parqué. Et comme dit mon mari, on ne sait pas trop ce qu'il leur donne. Le saumon sauvage, c'est pas haute mer? Ben, normalement, oui, voilà. Et alors, quand on trouve du poisson haute mer, soit on le trouve frais à la poissonnerie, donc forcément, moi, je le recommande, mais vous avez aussi le surgelé, celui qui n'a aucun additif, rien du tout, qui est marqué surgelé en pleine mer. Voilà. Donc moi, c'est souvent, hein, parce qu'il est un petit peu moins cher quand même que le frais, c'est très souvent que je prends le poisson surgelé quand il est marqué surgelé en pleine mer, et vous pouvez regarder sur l'étiquette, il y a marqué poisson 100%. Il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas d'antioxygène, il n'y a rien du tout dedans. Il est congelé sur place. Et voilà, donc pour les poissons. Il y a quelques années, je vous aurais dit, bon, nous on était pêcheurs, enfin on est toujours pêcheurs avec mon mari, je vous aurais dit, vous pouvez manger les poissons des rivières, que maintenant, non, je ne dirais plus. Le poisson, par contre, sachez que c'est une bonne source d'oméga 3 et que 3 fois par semaine, le poisson, c'est pas du luxe, quoi. Hein. Donc après, moi, ce que je recommande au niveau de l'alimentation, c'est de faire 2 journées végétariennes dans la semaine, de faire 3 journées de poisson, une journée de viande, enfin quand je dis une journée, c'est un repas, hein, et de compléter donc soit le soir avec uniquement des légumes ou des œufs. Et les légumineuses? Qu'est-ce que tu appelles les légumineuses? Les secs? Oui. Oui, oui, bien sûr. Oui, non, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a aussi donc, des protéines végétales. Oui, tout à fait. On trouve le calcium d'ailleurs dedans. Hein, on trouve. Oui. Non, on peut tout à fait ça. C'est pas un souci. Après, qu'est-ce qu'on mange régulièrement qui peut nous. Le fromage. Alors le fromage, moi je me le fais avec du tofu. Donc c'est pareil, je m'en fais qu'une seule fois par mois.
Eh oui. Hein. Donc, bon, après, tu as le tofu dépelliculé et lacto-fermenté, c'est quand même mieux que le tofu. Eh oui, hein, la lacto-fermentation, qui est une chose très très bien. Donc, je prends celui-là, toujours pareil à la Biocoop. Alors, comment faire un fromage et quel fromage on obtient avec, par exemple, du tofu? On achète du tofu soyeux, c'est-à-dire le mou, hein, celui qui est tout mou. Vous le mettez dans un plat, vous le battez avec un fouet. Et dedans, vous mettez, pour faire un style boursin, vous mettez ail, fines herbes, échalotes. Vous le laissez reposer ensuite dans un plat en terre, et non pas en aluminium ou en plastique. Et vous avez du boursin. Voilà. Si... Non. Non, non. Si tu veux mettre après 3 grains de sel de Guérande, tu peux. Si tu, mais bon, non, non, ça suffit. Ça suffit largement. À condition de prendre le soyeux. Attention. Parce que si vous prenez le dur et que vous essayez de le battre pour faire boursin, là, on se revoit l'année prochaine. Hein. Par contre, avec le soja dur, on fait de la fausse feta. Comment faire de la fausse feta? Toujours pareil, un plat en terre. Vous coupez votre tofu en cubes. Vous le faites recouvrir entièrement par de l'huile d'olive. Vous mettez des herbes, alors après ce que vous voulez, hein, comme herbe, hein, soit des herbes de Provence, du persil, mettez ce que vous voulez, des épices. Vous le laissez 24 heures au réfrigérateur comme ça. Et ensuite, soit vous le mangez donc à la fourchette, hein, en gourmandise, apéritif, soit vous les goûtez et vous le mettez dans une salade, vous avez de la feta. Voilà. Ça vous fait le même goût. Je n'ai pas vu la différence, moi, honnêtement. Alors après, je n'ai pas trouvé le moyen de faire un camembert, hein, je vous dis franchement. Hein, là, c'est... Mais moi qui étais très très fromage, j'en mangeais à tous les repas. Ça me suffit. Maintenant, j'en achète. Alors, j'achète du tofu 2 fois par mois. Et une fois, je me fais un boursin qui me fait... Alors, attention, ça se conserve très 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 peu de temps. Il n'y a pas de conservateur dedans, donc logiquement... 2 jours. 2 jours. Le 3e, ça commence à bien sécher. Donc, en 2 jours. Donc, moi, je me fais un boursin qui me dure 2 jours. Et à la fin du mois, je vais me faire un style feta qui se conserve plus longtemps, celui-ci. Hein, on peut l'avoir 3-4 jours facilement si on le laisse dans l'huile, hein, évidemment. Et au réfrigérateur. Il faut savoir que tous les produits que l'on fait soi-même, avec des produits bruts, des produits propres, entre guillemets, sont des produits qui ne se conservent pas longtemps. On peut faire des quenelles, par exemple. On peut faire des quenelles avec du riz, mais ces quenelles, il vous faut les passer à la poêle le soir même. Il ne faut pas attendre le lendemain, il ne faut pas... Est-ce qu'un plat qu'on aura cuit, oui. Là, on attend qu'il refroidisse, on peut le congeler, le surgeler? Ça dépend quel plat, ça dépend ce qu'il y a dedans. On va dire, je sais pas moi, je sais pas, j'ai pas d'exemple, mais un plat qu'on a préparé nous-mêmes. Avec du lait végétal, tu veux dire? Soit avec du lait végétal, soit, par exemple, un plat tout prêt qu'on trouverait dans le commerce, on oui. décide de se le faire soi-même. On va dire un riz à la viande, oui. Ou un riz cantonné, par exemple. Bah, une fois qu'il est cuit, oui, tu peux le mettre au congélo, moi je le fais. Voilà, on décongèle simplement, oui. il n'y a pas de souci. Oui, oui, oui. Non, non, c'est tout à fait possible. Oui, oui, oui. J'avais pas trouvé la réponse de ça. Je fais mes glaces aussi. Je fais mes glaces avec n'importe quel lait végétal. Alors, ce que je fais pour que ce soit onctueux, parce que sinon, ça ressemble à une glace à l'eau. Et vous savez que dans les glaces à l'eau, on trouve des espèces de petites pépites de glace, hein, c'est pas très bon. Donc là, ce que je fais, ben, je bats avec de la crème. Non, pas de vache. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. avec de la crème végétale. La crème coco, par exemple. Donc, en battant, et puis, ben, soit je fais un expresso pour mettre dedans, je fais au café, ou je fais fondre un morceau de chocolat et je mets dedans, et j'ai des glaces. Ou alors, carrément, la glace aux fruits. C'est-à-dire que vous, dans les moules qu'on vend dans le commerce, alors le plastique n'est pas très bon, mais bon, il y a des fois, je dis, il faut prendre le moins pire. C'est une expression qui n'est pas belle, mais on prend le moins pire. Vous achetez ces petits moules en plastique, et il vous suffit, en fait, de tasser vos fruits frais à l'intérieur, et de recouvrir avec un petit peu de lait végétal. Et ensuite, une fois que c'est pris, vous mettez au congèle, bien sûr, une fois que c'est pris, vous avez une glace avec des fruits à l'intérieur qui est délicieuse. Le tout, c'est de bien tasser, parce que si vous avez trop de place, après, ça va vous faire un goût d'eau, ça va vous faire un peu fade. Hein, voilà. Donc, ça s'apprend aussi. Moi, j'avais une sorbetière, ma sorbetière, je l'ai donnée à ma fille, je m'en sers plus. Je fais mes glaces autrement. Voilà. Après, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Bon, les œufs 3 fois par semaine, il n'y a aucune incidence, même pas sur le cholestérol. Hein. Donc, on peut se permettre de manger un œuf au plat, un œuf à la coque. Après, tout vient, attention de la provenance de vos œufs, mais je pense que tout le monde fait attention maintenant. Quand on entend certaines choses,
Donc, évidemment, beaucoup de légumes verts et beaucoup de fruits, hein, c'est ce qui est privilégié dans la méthode Seignelé, de toute façon. Hein, et alors, le gros problème, c'était le matin, parce que les gens, moi, me disent, mais oui, mais qu'est-ce qu'on prend au petit déjeuner le matin? Au petit déjeuner le matin, on peut prendre des choses tout à fait banales, comme une meringue. Une meringue, il n'y a pas de blé, il n'y a pas de lactose, il n'y a pas tout ça dedans. On peut se faire soi-même ses pancakes. Hein. Nadine et moi, on fait des pancakes avec de la farine. Voilà. Toi, c'est farine quoi? Moi, c'est sarrasin et fécule de pomme de terre. Voilà. Et alors, moi, c'est farine riz millet la dernière fois, avec un œuf et un petit peu d'eau chaude, et ça suffit. Alors, toujours pareil, ça ne se conserve pas. Donc, vous en faites pour le jour même, voire le lendemain, mais n'en faites pas pour toute la semaine. Mais on peut manger ces pancakes. On peut manger des fruits, bien sûr. On peut manger des compotes. On peut manger... On peut faire son pain aussi. Bien sûr, oui, mais moi, j'ai pas de four. C'est pour ça que je ne dis pas. Oui, c'est vrai. Mais le pain, du coup, il se conserve un peu plus longtemps. Avec, par exemple, moi, de la farine de riz. Mais au début, je faisais du pain normal, avec la farine normale. J'ai toujours fait, enfin, pas toujours fait mon pain, mais voilà. Donc, c'est pas du tout pareil. Hein. La texture n'est pas la même, la façon de cuire n'est plus la même du tout. Donc, au début, j'ai raté, j'ai fait des galettes, j'ai fait des petits fours. Mais ça se conserve pour le petit déjeuner mieux que d'autres choses. Oui. Les pains de fleurs. Oui, ben moi, j'en ai cracottes de quinoa. C'est très bon. Mais vous avez les cracottes aussi à la châtaigne. Vous les avez en plus déclinées aux oignons, aux figues. Voilà, des choses qui passent très très bien, ça. Surtout quand on est gourmand. En fait. Bon, après, c'est vrai qu'au niveau alimentation, oui, il faut vraiment, quand on décide de se lancer là-dedans, il faut tout repenser depuis le début jusqu'à la fin. Depuis l'agencement de la cuisine, en passant par les outils de cuisine, en passant par... Bon, après... Nous, on a tout jeté, hein, en fait. Hein, on est minimaliste, hein, donc il y a 7 assiettes à la maison, pas une de plus, il y a 2 chaises. Mais ça nous permet de manger, mais vraiment, comme monsieur et madame tout le monde, sainement, et non pas... hein, j'ai suffisamment pour faire avec ce que j'ai, quoi. C'est un coup de main à prendre. Tu parlais du four que tu multi-expliques, il faut surtout parler du micro-ondes. Oui, aussi. Alors, le micro-ondes, pour être simple, quand vous mettez quelque chose dans le micro-ondes, vous accélérez son vieillissement. C'est tout. Vous mettez un morceau de viande, vous mettez... essayez d'ailleurs avec un œuf, tiens, enfin si vous voulez faire du ménage. Vous accélérez le vieillissement. Il n'y a qu'une chose qui ne change pas au niveau de sa matière dans le micro-ondes, c'est l'eau. Vous pouvez mettre un verre en plastique, mettez une tasse avec de l'eau, vous l'aurez chaude, elle ne sera pas dénaturée. Il n'y aura rien. Par contre, si vous mettez même un plastique alimentaire dans un micro-ondes, vous faites chauffer le plastique et le plastique libère ses toxiques. Donc là, vous récupérez dans votre boisson ou votre plat, vous récupérez les ondes du micro-ondes plus les toxiques du plastique qui se sont... donc micro-ondes, moi je m'en sers uniquement pour l'eau. Voilà, c'est tout. Et en sachant qu'un micro-ondes qui fonctionne émet des ondes entre 1 mètre et 3 mètres autour. Alors si vous restez à côté, en plus, c'est pas très bon pour la santé. Hein? Ben, oui, il n'y a pas de raison. Le bouilloire, la casserole, je veux dire, le résultat est le même. Donc après... Ah ben après, voilà, après il faut faire attention. Bon, je pense que maintenant on trouve quand même de moins en moins d'outils de cuisine en aluminium parce qu'il y a quand même eu, on en a déjà parlé, et bon, ça a tendance à... Voilà, il faut se méfier quand vous achetez une casserole, une poêle où il y a marqué alliage et qu'il n'y a rien marqué d'autre, s'il n'y a pas de détail. Donc ça, vous pouvez être sûr que dedans, il y a quelque chose de pas bien. Oui. Il existe des ateliers, justement, par rapport à cette méthode. Oui, les miens. Bah, tu m'as tendu la perche, Karine, forcément. Oui, je le fais. Donc, je reçois des gens chez moi ou chez eux, s'ils préfèrent, hein, à condition que ce ne soit pas trop loin. Et... Ah, mais non, mais 2 chaises, je mets mon mari dehors et c'est bon pour nous deux, vous voyez. Non, mais écoutez, j'ai une dame qui est venue d'Allemagne. Bon, elle ne venait pas que pour moi. Elle est venue en avion. Elle est allée voir une de ses amies à Aix-en-Provence et elle a dormi chez moi 1 semaine. Et pendant 1 semaine, je lui ai appris à faire attention à tout. Parce que, je vous dis, là, on a parlé beaucoup d'alimentation, mais les cosmétiques, par exemple. Hein, les cosmétiques, faire un rouge à lèvres naturel, il n'y a rien de plus bête. Hein. Rien de plus bête, vous savez le faire? Non. Bon. Je vous le dirai pas. Non, c'est tout bête. Huile d'amande douce avec du jus de myrtille ou du jus de betterave.
Vous avez un rouge à lèvres qui vous tiendra pas aussi longtemps qu'un rouge à lèvres que vous achetez dans le commerce. Hein. Ce n'est pas tenu 24 heures, 48 heures ou 72. Hein. C'est tenu, vous avez 6 heures de tenue, vous sortez le soir, vous mettez ça. Puis alors un petit truc, pour le faire tenir encore mieux, c'est qu'avant de le mettre, vous faites ça. En fait, vous vous mordez les lèvres, vous attirez le sang sous la peau, et quand vous mettez l'huile d'amande douce avec le colorant naturel, ça pénètre beaucoup mieux. Voilà. Comment faire un fond de teint? Ben, avec de l'argile, tout simplement. L'argile sert vraiment à plein de choses, donc moi j'en ai un petit peu, c'est de l'argile, de la poudre d'argile écrasée, en fait. Bon, après, il faut que ce soit finement, il faut que ce soit le Kohl. Alors le crayon Kohl a un avantage pour les gens qui souffrent de spondylarthrite et qui ont tendance à faire des uvéites, c'est que c'est un antibiotique naturel. Vous avez dedans ce qu'on appelle l'antimoine. Hein. L'antimoine est un antibiotique naturel. C'est un produit dont se servaient ou se servent toujours les Touaregs dans le désert pour ne pas faire d'infection quand ils prennent un grain de sable dans l'œil. Voilà. Donc ce Kohl, là, bon, honnêtement, c'est un du commerce que j'ai choisi le plus naturel possible. Pendant un moment, j'avais une amie algérienne qui me ramenait la poudre de Kohl dans un petit flacon et à reconstituer pareil. Alors, chaque jour, parce que ça ne se conserve pas une fois que c'est reconstitué, dans une petite soucoupe, huile d'amande douce, la poudre de Kohl, et en fait avec un stylet, hein, et bien application de ce crayon Kohl. Voilà. Après, j'ai pas trouvé non plus de truc encore pour le vernis à ongles. Hein. Là, je suis désolée, mais il y a des choses qui s'apprennent comme ça. Et il y a des... Bon, après, tout le monde a entendu parler des produits d'entretien qui se remplacent par le vinaigre blanc, par le citron, par le bicarbonate de soude. Je ne reviendrai pas là-dessus. Je crois que... Voilà. Hein, je crois que tout le monde connaît. Donc, ensuite, se méfier, parce que ça, on s'en méfie jamais, des textiles que l'on achète. Vous avez des textiles. Alors déjà, il y a des gens qui achètent quelque chose et qui ne lavent pas le textile avant de le mettre. Moi, je recommande fortement de laver, bien sûr, avec sa propre lessive hein, avant de mettre et faire très attention à la composition du tissu. Faire très attention à tout. Je vois, il y a des dames parmi vous qui ont des lunettes. Et bien, figurez-vous que moi, avec un plastique, je vous ai dit que j'avais fait une allergie au plastique. Et bien, j'ai réussi à faire une allergie à mes branches de lunettes. Et je me demandais pourquoi j'avais des boutons à cet endroit-là, en fait. C'était tellement aberrant de voir des boutons ici et c'était le plastique. Alors plastique, je vais vous dire quand même comment j'ai fait cette allergie pour que ça ne vous arrive pas. Je me suis acheté des chaussures, des claquettes cet été, hein, c'est tout récent, c'est date du mois de juillet. Des chaussures, je ne sais pas comment on peut appeler ça, des sandales avec 3 brides colorées, alors argentées et dorées. Et 2 jours après, j'avais comme une brûlure au pied où les brides passaient. Mais moi, je n'ai pas fait attention. J'ai continué à mettre ces chaussures et je les ai mises pendant 1 mois. Et en fait, quand je m'en suis rendu compte, non seulement j'avais le pied qui était alors brûlé, attention, c'était pas à vif, hein, c'était pas à 100, mais par contre ça faisait une tache, en fait, ça faisait une tache très très sombre, qui n'était pas très très belle à voir. J'ai mis les chaussures à la poubelle et je me suis renseignée, je me suis rendu compte que le plastique était passé dans le sang. J'avais fait une intoxication à cause de ce plastique. Et après, chez moi, en m'asseyant sur les chaises de jardin, l'été vous êtes en short et tout, j'étais en short et j'avais des boutons au niveau des cuisses où les cuisses frottaient en fait contre le plastique et j'avais des boutons qui ressortaient à cet endroit-là. Ma béquille, puisque j'ai une béquille quand je suis en période un peu fatiguée, ma béquille qui frottait de ce côté-là et je me retrouvais à nouveau avec des boutons. Donc, allergie au plastique. Alors, j'ai rendez-vous le 26 janvier avec une allergologue pour faire un test avec mon propre plastique, c'est-à-dire qu'elle va gratter ma béquille et elle va me mettre les bouts de plastique sur le dos avec des tampons pour voir comment je vais réagir. Mais il n'y a pas photo, quoi. Je suis... Ça, c'est apparu, l'allergie au plastique, que depuis le mois de juillet? Oui. Et ça faisait 6 mois en arrière que vous aviez arrêté Oui, la viande? oui, tout à fait. Donc, ça correspond... Tu peux me dire tu, Laurie, hein, on se dit tu... Oui, ça correspond à la crise urticaire. Oui. Oui. Alors en même temps, Il va y avoir une corrélation, là. et en plus il y avait d'autres choses puisque en même temps il y a eu l'accouchement de ma fille, un accouchement très très difficile qui m'a stressée, j'étais avec elle et donc ça m'a voilà. Et puis je suis en période de préménopause, donc à cette période-là c'était la chute hormonale complète. Donc là on a 4 choses dans le même panier, on secoue et on retrouve une urticaire géante. Voilà. Que vous dire d'autre après donc oui. Au niveau des huiles. Oui. L'huile d'olive, l'huile de noix, l'huile de noisette, l'huile d'avocat, l'huile de pépins de pamplemousse. De pépins de raisin, pardon. Pas de colza. Non. Le colza, je m'en sers uniquement. Disons que le colza a un effet laxatif. Et moi qui suis très sensible de ce côté-là, le colza, voilà. Vous comprenez la suite. Ça me fait aller directement
Donc, quand on va chez mes beaux-parents, ma belle-mère prend de l'huile de colza, je vais manger une vinaigrette avec de l'huile de colza, il n'y a aucun problème. Elle ne me fait pas de mal, mais par contre, pour moi, elle a un effet laxatif. Et après, il faut savoir que certaines huiles ne se cuisinent pas à haute température, mais la méthode Seignalais donc refuse les hautes températures. Mais il faut faire très attention. Une huile d'avocat, par exemple. L'huile d'avocat risque de tourner et de sentir mauvais si vous la faites chauffer. Et colza, maintenant, on peut avoir les deux, mais c'est vrai que longtemps, on pouvait faire que de la vinaigrette avec. Oui. Parce que effectivement, il brûle. Et voilà, oui, il faut faire très très attention selon l'usage qu'on veut en faire. Hein, c'est vraiment. Après, l'huile de tous les jours, chez moi, c'est l'huile d'olive. C'est vraiment l'huile d'olive. Alors, puisqu'on est dans les aliments, je vais quand même vous lire le top 10, mais vous avez dû en entendre parler également, le top 10 des aliments anti-inflammatoires. Donc vous avez, si vous n'êtes pas allergique aux solanacées, parce que les solanacées, c'est pareil, il faut drôlement s'en méfier. Là. Alors les solanacées, c'est tomates, pommes de terre, aubergines, poivre, poivron, piment et, il m'en manque, aubergine, je l'ai dit. C'est une catégorie, hein, c'est une famille, la tomate. Tomate, pommes de terre, aubergine, poivron, poivre, piment. Voilà. Oui. On a l'impression que la pomme de terre est un intrus dans la liste, parce que tous les autres sont des fruits. Oui, mais la pomme de terre, ça fait partie des solanacées. Alors, ce sont des légumes qui contiennent quoi, vous savez, je vous le donne en mille, de la nicotine. Vous fumez, mesdames, messieurs, quand vous mangez. Bref, donc, si vous connaissez vos allergies, vos intolérances, vos hypersensibilités, effectivement, il vaut mieux éviter la tomate. Mais sachez que la tomate est donc un anti-inflammatoire naturel grâce à sa teneur en lycopène. La noix, c'est un antalgique naturel. Hein. La famille des choux, bien sûr, brocoli, chou-fleur, chou rouge, chou de Bruxelles. Si on aime ça, si on n'a pas de soucis de digestion, alors pareil, bon, ceux qui ont des soucis de digestion le font parfois avec du bicarbonate de soude. Mais sachez que si vous avez un souci de digestion avec les choux, c'est que votre organisme n'est pas suffisamment nettoyé. Un organisme qui est nettoyé les supportera. Donc si à ce moment-là vous me dites, moi le chou je supporte mal, ça me met le ventre plié en deux, ça, là je vous dirais alors il y a peut-être quelque chose à faire côté nettoyage. Voilà, donc les choux, hein, qui sont très bons bien sûr, anti-inflammatoires, et alors là je le dis pour le coup, puisque c'est la médecine qui le dit, éventuellement en prévention anti-cancer. Alors, le cassis qui est riche en vitamines et qui est anti-inflammatoire, anti-rhumatismal. Le gingembre, anti-inflammatoire. Alors le gingembre, c'est pareil, tout le monde ne le supporte pas au niveau de l'estomac, en particulier ceux qui, comme moi, ont fait un ulcère ouvert. Donc le mieux, c'est de le faire cuire, comme le curcuma, hein, dont on va parler après. Si on ne supporte pas accru, frais, râpé, de le faire cuire. Voilà, moi ça passe très très bien quand c'est cuit. La grenade, évidemment, la grenade qui est un fruit antioxydant par excellence. Hein. Les poissons gras, on en a parlé tout à l'heure. L'huile d'olive, on vient d'en parler. Et le must, le curcuma. Hein, il a tout. Antioxydant, anti-inflammatoire, antiviral, antibactérien, antifongique, fort potentiel contre le diabète et les allergies. Celui-là, il a tout bon. Il faut l'associer quand même. Oui, alors, l'associer, je mets toujours mon bémol de tout à l'heure. Vous l'associez au poivre, oui, mais si vous êtes allergique aux solanacées, le poivre fait partie des solanacées. Donc, vous avez un risque de ne pas retrouver l'effet recherché. C'est pour ça qu'il est très important hein, de connaître ses propres allergies, ses propres intolérances et hypersensibilités. Je mets bien les trois différentes. Hein, parce que là, vous saurez si effectivement vous mettez votre curcuma avec du poivre ou pas. Tu utilises les pâtes aussi, tu sais, les pâtes de curry, Non. Plutôt les épices. Les épices. Mais par contre, je fais mes pâtes moi-même. Parce que je fais, par exemple, si un jour je me cogne, comme je vous disais tout à l'heure, on a une inflammation directe. Si un jour je me cogne le coude, je vais me faire un cataplasme de curcuma. Sauf que mon cataplasme de curcuma, je vais me le préparer moi-même. Je ne vais pas aller l'acheter à la pharmacie ou avec une gaze stérile, de l'huile, alors n'importe quelle huile, hein, là, enfin, celle qu'on a chez soi dans ces cas-là, donc c'est forcément de la bonne. Et puis le curcuma que vous installez, alors bien sûr, ça va vous colorer la peau. Il ne faut pas le garder plus de 20 minutes, mais par contre, ça a un effet anti-inflammatoire. Voilà. Je vais vous dire mieux. Je me suis sauvé une dent grâce au cataplasme de thym. Il y a quelques années, ma dentiste de La Palme, toujours, parce que je la garde bien, hein, me dit vous avez une dent du bas qui a une infection à la racine, ça se voyait à la radio, c'est pas très joli, on va être obligé de l'enlever. Puis il y en avait une derrière, c'était pas la dernière, ça m'embêtait un petit peu. Et je lui ai dit on fait rien maintenant. Elle voulait m'infiltrer antibiotiques et compagnie. Je dis non,
On ne fait rien maintenant. Ça fait plus de 3 ans. Ma dent est toujours là. Je l'ai soignée avec des cataplasmes de thym et l'eucalyptus. Comment vous faites ça? Bah, c'est tout bête. Hein. Vous buvez votre tisane de thym, vous gardez votre sachet, puis vous le mettez dessus et vous badigeonnez. Voilà. Non, alors, ce que j'ai dans mon jardin, je fais moi-même. J'ai de la menthe, j'ai du thym, bon, voilà, donc là, je fais. Et puis sinon, ben, j'achète à la parapharmacie à Carrefour, pour ne pas donner d'adresse. Et j'achète donc mes feuilles d'olivier, par exemple, je les achète là-bas, mais brutes, et je les travaille moi-même. C'est-à-dire que si on me dit, vous faites une tisane avec, je vais dire non, moi, je fais une décoction. Je ne fais pas une tisane. Eh bien, la tisane, c'est immédiat. Vous faites bouillir votre eau, vous mettez vos feuilles dedans, vous enlevez les feuilles, vous buvez. La décoction, vous faites bouillir dedans, vous attendez une nuit. Moi, j'attends pour les feuilles d'olivier, par exemple, qui sont très bonnes contre la tension. Et donc, je fais mariner, si vous voulez. Hein, voilà, c'est ça. Et le lendemain, ben, on filtre. Voilà. Donc, il y a différence entre tisane, décoction, infusion. Alors tout ça, je précise quand même, parce que j'en ai pas parlé, donc permettez-moi d'en parler un petit peu. Bon, vous avez vu avec le classeur qui est passé, je vous ai donné les sommaires des livres. Donc sachez que tout ce que je vous ai dit au niveau alimentation se trouve dans celui-ci, hein, essentiellement. Bon, il y a des spondylarthrites dans l'assemblée ici. Oui, donc parce que le bleu là-bas, c'est tout le côté psychologique de la maladie et le côté hormonal, essentiellement sur toutes les maladies dont on a parlé au début. Et celui-ci, c'est la Bible, honnêtement, parce que là, vous avez 4 semaines de menu. Vous avez des recettes, en particulier la pâte à truffe pour Noël, ça approche. Vous voyez que je suis gourmande. Vous avez dedans le guide anti-stress, vous avez dedans le guide anti-pollution, le guide pour le climat et un guide personnel à mettre en place avec, au départ, vous, ce que vous avez comme maladie, comme pathologie, comme bobo, comme mal-être, et ce que vous voulez arriver à avoir, et donc tout un parcours après qui vous guide. Il y a tout dedans. Donc vous avez la Bible, celui-ci adapté à tout le monde, même sans pathologie, qui fait entretien, en prévention, et voilà, avant, pendant, après. Hein. Et puis le dernier qui est plus sur le côté psychologique. Hein. Voilà, je vous les présente. C'est des livres qui vont... tous les bénéfices sont reversés à l'AISMS, à l'association que je préside. Ils servent à 2 choses. Ils servent pour nous quand on veut faire des sorties, bien sûr. Et ils servent également à notre service social parce que la recherche de HLA-B27, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, n'est pas remboursée par la sécurité sociale. Donc si vous avez une mutuelle qui vous prend en charge, eh bien, vous allez être remboursé. Il coûte 57 €, je crois. Voilà, donc vous allez être remboursé peut-être 10, 15, 20, mais si votre mutuelle ne prend pas en charge ces choses-là, ben vous payez tout de votre poche. Donc nous, on aide les gens à payer leurs analyses. Alors sachez également, parce que là, je ne sais pas quelle heure c'est, mais... D'accord, ok. Sachez également que celui-ci a été fait exprès. Bon, il y a des dames dans l'association qui l'ont appelé l'almanach des fainéants. Tu peux le faire passer? Merci. Donc celui-ci a été fait pour penser tous les jours de l'année, du 1er janvier au 31 décembre, pour avoir une meilleure santé, ou la conserver si vous l'avez, l'améliorer si vous ne l'avez pas complètement. Donc avec tisane, gomme, tout ce qui est homéopathie, phytothérapie, mais qui aborde entre chaque tableau, puisque je vous dis, vous avez les 365 jours de l'année là-dedans, il n'y a qu'à l'ouvrir et à le suivre, voilà. Et entre chaque tableau, eh bien, vous avez tout ce qui améliore au niveau stress et au niveau climat, et qui vous explique aussi pourquoi manger de l'ail 2 fois par semaine ou 3 fois, pourquoi, voilà, vous avez tout dedans. Mais vous pouvez vous le faire passer, parce que bon, voilà, ça peut vous intéresser. Après, je ne suis pas là pour forcer à la vente, hein, je dis, c'est... Bah, je vais te dire honnêtement, Laurie, les gens qui sont sur ma page signalaient, parce que je ne suis pas là non plus pour forcer à la consommation avec les livres, quand ils me disent « Oh, je veux acheter le livre de Jean Seignalais », oui, allez-y, achetez-le. Et bien, ils reviennent vers moi après, en me disant « Mais il y a 800 pages, mais c'est imbuvable ». Alors que tout est tellement vrai dedans, parce que moi je peux dire que la méthode Seignalais m'a sauvé la vie. Hein. Vraiment, ça, c'était soit je continuais à être grabataire, fumer comme un pompier, à regarder la télévision, soit je me signalais, m'a sauvé la vie, honnêtement. Mais j'ai trouvé que, je l'ai eu, le livre, je me suis fait voler d'ailleurs à un forum associatif, mais j'ai trouvé que c'était très difficile à mettre en place parce que très lourd à lire,
très lourd à comprendre, et c'est pour ça qu'on a voulu faire le nôtre. En plus, nous, on l'a adapté, si vous voulez, à toutes les pathologies dont on a parlé tout à l'heure. Hein. Donc, je peux dire à telle personne, si elle a une maladie, ce qu'il faut qu'elle fasse, si... oui. Est-ce qu'il t'arrive de faire des ateliers de groupe, justement, par rapport à ce que tu fais de l'individuel? Je fais de l'individuel parce que j'ai une petite maison de 40 mètres carrés. Toujours l'esprit minimaliste, tu vois. Hein, donc, dans ma salle à manger, je me vois mal accueillir. Après, je suis tout à fait ouverte à faire... oui, bon, après, je te l'ai dit, on fait le Tour de France tous les ans, hein, avec mon mari. Ça fait 5 ou 6 ans qu'on le fait. Et on nous accueille, hein, ce sont des gens qui nous appellent pour nous dire, alors ce sont soit des municipalités qui nous prêtent une salle comme aujourd'hui, et on fait des ateliers dans cette salle, soit des associations, elles ont des locaux, elles nous reçoivent dans leurs locaux, ou bien elles n'ont pas de locaux, elles nous reçoivent chez elles, ou elles louent une salle, ou carrément des particuliers. Hein. Donc ça se fait, oui, ça se fait. Je peux faire des ateliers, même après, bon, les ateliers individuels, il y a beaucoup de monde qui préfère, hein, honnêtement. Et les gens préfèrent que ce soit chez eux, parce qu'ils ont leurs références, bien sûr, hein, leurs outils de travail en cuisine. Donc là, à ce moment-là, je leur apprends comment faire avec ce qu'ils ont, voire avec ce qu'ils n'ont pas. Hein. Comment on fait, par exemple, une sauce hollandaise? Vous savez ce que c'est, la sauce hollandaise? La sauce hollandaise un peu jaune avec du citron, avec... La sauce hollandaise, alors vous la faites avec du chou-fleur que vous cuisez, que vous écrasez, vous mixez complètement. Hein, et vous ajoutez un jaune d'œuf quand il est encore chaud, parce que sinon votre jaune d'œuf il va ressembler à rien dedans. Et après vous citronnez. Et vous avez une sauce hollandaise. Voilà. Oui, mais ça s'apprend. J'ai une dame de Masterchef sur ma page qui vient prendre, oui. Elle vient prendre des idées parce qu'elle est très, voilà. En tout cas, merci, parce que moi, je suis sur ta page, là, sur Facebook, et c'est vrai qu'à travers même ce que je cuisine, ça permet d'avoir des idées, déjà. Et vous avez surtout zéro inflammation. Hein. Alors, on n'a pas parlé d'un dernier truc quand même, c'est le glutamate monosodique. Et ça j'y tiens. Hein, le tueur lent. Donc alors là, dites-vous bien une chose, c'est que si vous voyez sur une étiquette marqué arôme, pareil, prenez vos jambes à votre cou. C'est bon, c'est ça. Alors après, c'est pas la peine de retenir tout le nombre des E. Vous savez, les E sans machin, les E sans truc. C'est pas la peine, hein, parce qu'il y en a. Moi, j'en ai référencé dans le premier livre. Je crois que j'en ai référencé 100 et quelques. Dites-vous bien une seule chose, c'est que dès que vous voyez un E sur une étiquette, taillot. Pas de E. Pas de E. Et évitez tout ce que vous voyez qui a des noms bizarres. Alors après, il y a quelqu'un qui m'a dit, il n'y a pas très très longtemps, et j'ai trouvé ça formidable, qui m'a dit de toute façon c'est simple, pour manger sain, il te suffit de regarder les pubs à la télé et de ne pas acheter ce qu'ils présentent. Voilà. Bon, sauf pour les Granny Smith, l'autre jour, il y avait une jolie pub avec les pommes, là, et c'est vrai que là, bon... mais... Alors, j'aurais encore plein de choses à dire, forcément, parce que ça fait presque 8 ans que j'y suis, et pour moi, je vous ai dit, ça a été tellement miraculeux qu'on me donnerait un mégaphone, je me mets au milieu de la place publique et je le raconte à tout le monde. Hein. Ah oui, c'est... Après, je suis plus comme au début. Au début, j'étais très rentre-dedans en disant aux gens, vous avez mal, faites quelque chose pour vous. Non, ça m'est passé. Mais par contre, j'explique, parce que si on n'explique pas... et moi, j'ai commencé à 40 et quelques années, si on m'avait expliqué 10 ans avant, moi, j'aurais sauté dedans tout de suite, quoi. C'est formidable. Et bon, vous voyez, je manque de rien. Hein. Aucune carence dans la prise de sang, une VS de bébé, une CRP idem. Que demander de plus? Ben oui, que demander de plus? Alors, si vous me croisez un jour dans la rue, vous me verrez peut-être par contre en fauteuil, parce qu'avec ma maladie, j'ai été opérée 3 fois, et ma jambe droite a été complètement bousillée. Ce qui fait que je me retrouve avec une rotule qui ne tient plus du tout. Mais là, j'y peux rien. Donc, je marche dans la salle sans béquille. Si vous me voyez un petit peu plus longtemps marcher, vous me verrez avec la béquille. Et si vous me voyez marcher si vous me voyez me promener sur 300 mètres, je serai dans le fauteuil. Parce que je tombe, tout simplement. Hein. Moi, je peux faire voir ma jambe après à qui veut. Hein, c'est pas un souci. Elle a été massacrée. Non. Ben non, ils m'ont opéré 3 fois. Ça tient plus. Maintenant, la seule chose à faire, c'est la prothèse. Et
Mais la prothèse, j'en veux pas, pour les mêmes raisons. Les affections nosocomiales sont trop à risque. Après, quand on a des maladies inflammatoires dans les gènes, eh bien, ça redéclenche forcément, tout événement de la vie redéclenche quelque chose. Je peux vous dire que la dernière fois que j'ai été hospitalisée, je n'ai pas mangé ce qui m'ont amené à la clinique parce que je leur avais dit que j'étais sans lactose, sans caséine, gna gna, et ils m'ont amené du beurre, ils m'ont amené des trucs, une vache qui rit, un yaourt, une diététicienne. Hein, non mais là c'est grave, je m'excuse, mais je le dis en plus devant le micro. Hein, une diététicienne qui m'a amené ça, donc honnêtement pour moi ça passe pas. Donc j'ai dit à mon mari, tu vas me chercher mes madeleines anti-allergiques, mes meringues, et j'ai mangé avec... voilà, j'ai pas demandé de remboursement, mais j'aurais pu. Un staphylo, le cuivre, le zinc. Parce que moi, je fais une septicémie justement suite à une opération articulaire. Et comment ça s'appelle? J'ai attrapé donc Oui. un staphylocoque. Un doré ou un autre? Oui. Doré. Voilà, donc le cuivre essentiellement. Il faut savoir que le cuivre... La méthode signalait... Vous le tuerez. À l'endormir. Oui, c'est ce que j'allais dire. Vous n'allez pas le tuer en faisant la méthode Seignalais. Par contre, vous allez lui faire dodo. Voilà. Oui, voilà. Et puis ensuite, alors vous, il y a des cas un petit peu différents comme ça. J'aurais dû en parler parce que dans le cas de la maladie de Parkinson et de la sclérose en plaques, par exemple, il y a d'autres choses qu'il faut faire en plus de Seignalais, enfin qu'il faut faire différemment. Hein, donc je peux en parler aussi. Mais dans votre cas, il faut absolument prendre de la cure cuivre hors argent. Parce que le cuivre tue le staphylo à 99%. Et ensuite, il ne faut pas hésiter à vous mettre, quand vous allez dans les cliniques, dans les hôpitaux, les bracelets en cuivre. Bon, ils veulent équiper maintenant les hôpitaux de poignées de porte en cuivre parce qu'ils se sont rendus compte que ça tuait ces petites bébêtes là. Et voilà, donc cuivre et zinc. Et après, il ne faut surtout pas avoir un système immunitaire en berne. Ben voilà, donc après, ça veut dire que vous devez faire autre chose à côté. Remonter le système immunitaire, c'est la clé de tout. Et je n'ai pas non plus parlé de l'équilibre acide-alcalin, hein, qui est très important aussi. Je n'ai pas parlé non plus du candidat albican, parce que quelqu'un qui a un candidat albican, il commence là, mais il finit... hein, voilà, il ne faut pas l'oublier, il est dedans, on n'y pense pas. Mais par contre, il y a des choses à faire. Alors le candidat albican, si on vous dit un jour il faut l'éradiquer complètement, ça c'est pas vrai. Hein. On en a besoin, il en faut. Mais il doit rester à sa place. Donc ça, il y a plein de choses à faire aussi. L'extrait de pépins de pamplemousse, par exemple, c'est quelque chose qui est formidable sur le candidat albican. Et il faut s'en méfier, par contre, parce que si vous prenez un autre traitement, parce que ça interagit avec... Enfin, c'est une façon de vivre, c'est une façon d'apprendre. Et quand on fait la méthode Seignalais, moi, j'ai fait énormément de stages en phytothérapie, en huile essentielle, en ce que vous voulez, en plantes, pour apprendre justement ce qui fait quoi, est-ce que j'en ai besoin, et ce qui est bon. Et tout ça en tenant compte des allergies, des intolérances, parce que moi, vous me donnez de la reine des prés, je suis allergique. Vous me donnez de l'avoine, on en parlait tout à l'heure, je suis allergique. Hein, donc, il faut connaître son propre corps, connaître ses allergies, adapter, et puis faire en sorte de l'équilibre acide-alcalin. C'est énorme. C'est pour ça que je vous disais, ça ne se met pas en place en 15 jours, 3 semaines. Non. Il faut une bonne année. On peut en parler quand même 5 minutes de cet équilibre. Oui. Oui. Ben oui, enfin moi j'ai tout mon temps, j'ai plus d'enfants à la maison. C'est simple, l'équilibre, ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein? Équilibre. En théorie, ça voudrait dire 50% d'alcalin et 50% de produits acidifiants. Moi, j'ai préféré monter un petit peu plus l'alcalin. Et quand... bon, ça varie aussi, ça varie pas qu'en fonction de ce qu'on mange, hein? Ça varie aussi en fonction du stress, qui va faire que vous êtes en période plus ou moins acide. Donc parfois, il faut réajuster les choses. Donc quand on doit réajuster en urgence, l'idéal, c'est d'avoir la liste des produits les plus alcalinisants, comme l'ananas, hein, qui en fait partie, c'est le premier, et d'avoir ça chez vous, et à ce moment-là, de dire, eh bien là, je replonge sur cette liste et je vais manger. Alors attention, pas que ça, parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'effet inverse et se retrouver avec un corps complètement alcalin. Hein, ce n'est pas le but non plus. Mais de favoriser suivant votre état, suivant comme, encore une fois, connaître son corps pour pouvoir adapter. Voilà. Là, dans le verre, vous l'avez la liste des produits alcalins et acidifiants. On la trouve aussi sur Internet. Alors, juste un truc, le citron. Le citron, tout le monde dit non, c'est pas un produit, c'est un produit qui est acide et tout. C'est pas vrai. Hein,
Voilà, c'est un produit qui est acide au départ, oui, mais quand il est synthétisé par le corps, il devient alcalin. Hein. Donc, oui. Voilà, c'est même plus que mental, on va être dirigé par les aliments, mais plus épicés. Oui, pratiquement intuitif, parce que ton corps a besoin de ceci. Mais il faut faire très attention, parce que si par exemple un jour il t'arrive, je ne sais pas moi, on t'emboutit ta voiture sur le parking et ça te perturbe complètement, et là tu auras envie de hamburger. Oui. On en revient aux humeurs de tout à l'heure, mais attention au sucre, attention, parce que ce sont des aliments qui n'attendent qu'une chose, c'est que vous ne soyez pas bien dans votre tête. Donc vous n'êtes pas bien, paf, eux, ils arrivent en trottinette. Hein, et... Alors le chocolat, dernière chose peut-être, mais le chocolat, méfiez-vous d'une chose qui est très allergène, le baume du Pérou. Ah, dans le chocolat noir, très 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 souvent, il y a du baume du Pérou. C'est du baume du Pérou. Ne me demandez pas. Non, rien à voir. Ne me demandez pas comment ça se traduit. Je sais qu'il y en a dans énormément de chocolat. Normalement, avec leur cahier des charges, ça doit être inscrit. Et effectivement, je ne faisais pas attention avant. Et le dernier chocolat qu'on a regardé avec mon mari, il y avait marqué baume du Pérou. Et c'est quelque chose qui est très allergisant. Ah. Donc, il faut faire attention. Alors, moi, je n'ai pas testé. Hein, je l'ai appris il n'y a pas très très longtemps, ça. Donc, à se méfier. Quand on le sait, bon, on peut faire... Mais après, vous vous connaissez mieux que je ne vous connais et vous savez vous-même vos tolérances, vos allergies. Et on en revient toujours à la même chose. Hein. C'est toujours ces 4 points essentiels en tenant compte du reste autour et de ses propres allergies, de son propre terrain familial. Alors j'apprends aussi, parfois on fait des stages au restaurant ou à la cafétéria, où j'apprends aux gens à manger, ce que je disais tout à l'heure, l'expression qui n'est pas très jolie, le moins pire. Voilà. Donc ça aussi, ça se fait, on emmène les gens à la cafétéria, chacun paye son repas, et puis je leur explique pourquoi non tel aliment, pourquoi oui celui-ci, pourquoi non... Voilà. Toujours dans cette même méthode signalée, dans l'espoir de voir les gens aller mieux. Et maintenant, par contre, aussi, un petit coup de chapeau à la médecine qui reconnaît que les enfants hyperactifs, c'est à cause des colorants, des bonbons, des sucres raffinés, des... Oui. Mais on y vient tout doucement. C'est avant-hier, je crois, à midi, il y a eu un médecin qui... Tu peux me dire, tu te rappelles de ce qu'on a vu à la télévision, là? Il parlait de quoi, le médecin, là, que je t'ai dit, il a attendu des années pour dire ce que nous, on dit depuis 20 ans. Il parlait du diabète, voilà. Il parlait du diabète à la télévision. Vous pouvez le voir en replay, TF1, journal de 13h. Et Ah, mais les chercheurs ont découvert que l'alimentation avait un impact sur le diabète de type 1, sur... On l'a découvert quand ça? Hier? J'étais heureuse. Je me suis dit, j'ai pas fait médecine, mais j'aurais pu. Enfin bon, c'est bien, c'est bien. Bon, non, on va vraiment dire que j'ai une dent contre le corps médical, hein, franchement. Bon, après, ils m'ont abîmé salement. Bon, ce que je leur reproche, moi, c'est de ne pas essayer de regarder plus loin. Voilà, c'est tout, en gros. Surtout quand vous voulez leur proposer Oui. de laisser quelque chose, c'est bon. Ben moi, j'ai, pour ne pas donner son nom, un rhumatologue de Narbonne à qui j'ai dit, je ne veux pas de vos médicaments, je vais essayer de trouver moi-même. Et il m'a foutu dehors. Voilà. Il m'a mis dehors. Parce que vous ne voulez pas de moi, il m'a dit. Et je lui ai dit, je suis venu vers vous pour un diagnostic, je ne suis pas venu vers vous pour autre chose. Bon, autant vous dire que je ne le reverrai pas. Enfin voilà, bon, j'ai encore 10 000 choses à vous dire, mais après, bon, il y a l'heure qui tourne. Hein, si vous avez encore des questions, c'est le moment. Je te sens prête à poser une question, Laurie. Non, mais c'est bon, je vais te garder après à la maison, va t'inquiète. Non, mais après, tout dépend du bénéfice recherché également. Hein. Moi, je ne me cache pas d'être fumeuse. Voilà. Non, je suis fumeuse. J'ai commencé ma première cigarette, j'avais 12 ans, j'en ai bientôt 52, donc vous calculez. Et je me suis mis le tabac en dernier sur mon chemin de conduite à tenir. Et donc maintenant, j'attaque le tabac. Ça fait 1 an et demi que j'ai réduit à 50%, j'en fume 14 par jour. Alors qu'avant, j'en fumais le double, hein, forcément. Et donc, ce sera mon dernier combat parce que j'ai obtenu
avec ce que j'ai fait à côté, une rémission de ma maladie, un bien-être psychologique et, je vous dis, hein, pas d'humeur, pas de rien. Donc, c'est mon dernier combat. Ça restera mon dernier combat. Voilà. Non, enfin, moi, j'en bois pas, mais si tu veux en boire, t'en bois, mais sans sulfite. Sans sulfite. Sans nitrite. Dernier truc aussi, depuis le temps que je dis dernier truc, si quelqu'un a des acouphènes, il y a quelqu'un qui a des acouphènes dans la salle. Alors les acouphènes, attention au nitrite, nitrate, sulfite, sulfate. Prenez rendez-vous. Non, il faut vraiment jouer sur tous les tableaux, tout chercher, creuser, être curieux, être... Moi, je cumulais. Il y a 15 ans en arrière, vous m'auriez vu, vous n'auriez pas donné cher de ma peau. Déjà, je n'avais pas la mine que j'ai aujourd'hui. Et puis, méfiez-vous aussi des teintures capillaires. Méfiez-vous des teintures capillaires. Oui, je vous le dis parce que on a la peau qui est poreuse, hein, tout simplement. Hein. Alors après, on comprend très bien ce que ça peut faire à l'intérieur. Et non. Autrement dit, méfiez-vous de tout. De vos branches de lunettes, de votre maquillage, des tissus, Non, mais on y arrive. Attendez, il ne faut pas non plus être désespéré. Mais j'y ai pensé pendant un moment, mais bon. Enfin, voilà. Moi, j'en ai terminé. Hein, aussi, voilà.